ça marche pas, voilà, c'est bon. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureux de vous retrouver avec beaucoup de... Ah merde, encore un autre problème technique. Évidemment, on est déjà en retard de 3 minutes, mais c'est parce que quand on reçoit beaucoup de personnes, évidemment, c'est compliqué de mettre tout le monde au point, ne serait-ce que techniquement. Mais en tout cas, il y a beaucoup de monde qui a accepté de venir ce soir discuter du sujet que j'ai proposé pour cette chaîne, parce que demain, il y a une marche, hein, vous le savez. On est le 12 juin demain, si vous êtes à Paris ou dans beaucoup d'autres villes de France. Alors à Lyon, moi je suis à Lyon, c'est le 13. Mais il y a une grande marche pour les libertés et contre la montée des idées d'extrême droite. Donc l'idée, c'était de retrouver ce soir, en l'occurrence, des responsables politiques, mais il n'y a pas que des responsables politiques qui ont appelé à cette marche, hein. Il y a des médias, il y a des syndicats, il y a des associations, et l'idée ce soir c'était de faire dialoguer des politiques pour dresser un petit peu un bilan de comment on en est arrivé là, où est-ce qu'on en est arrivé d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette situation étrange, et comment on fait maintenant qu'on y est, ou qu'on en est pas loin en tout cas. Et pour ça, ce soir je reçois, du coup je suis très heureux de recevoir, alors je vais faire dans l'ordre de ce que vous voyez à droite. D'abord Daniel Obono, bonsoir. Alors est-ce qu'on vous entend? Bonsoir. Voilà, je vais. Alors d'habitude je tutoie pendant les entretiens, mais aujourd'hui je vais vous voyer tout le monde par respect pour le public et que ça soit un peu moins excluant. Et je reçois aussi donc Daniel Obono, voilà, je vais vous présenter, député France Insoumise maintenant. Et ensuite je reçois aussi Elsa Faucillon. Bonsoir. Député PCF, que vous avez peut-être vu aussi dans l'épisode qu'on a consacré dans Ouvrez les guillemets à la question de la police et de cette fameuse manifestation qui s'est tenue devant l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, mais on y reviendra sans doute, on en reparlera sans doute dans la soirée, parce qu'on est dans le thème, il me semble. Sandrine Rousseau aussi, bonsoir. Oui, alors là, du coup, voilà, voilà. Et Sandrine Rousseau, bonsoir, donc candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Et ceux qui suivent cette chaîne savent que voilà, j'ai reçu aussi Sandrine Rousseau pour il n'y a pas longtemps. Donc normalement vous la connaissez. Et puis normalement il y avait Benoît Hamon, mais il me semble qu'il a des difficultés à se connecter. Et que c'est un peu plus laborieux qu'on pensait. Et pour finir, évidemment, donc je suis pas tout seul ce soir pour m'aider un petit peu à animer ce plateau chargé. Je reçois Salomé Saké, journaliste pour Blast, entre autres. Bonsoir, donc Salomé, que vous connaissez sans doute aussi, que ce soit via ses vidéos sur internet, ou même elle aussi, je l'ai reçue en stream ici. Donc, on va procéder en plusieurs temps, mais c'est vrai que la première question qu'on a envie de se poser, c'est on en est où là? Qu'est-ce qui fait que, parce que bon, il y a certains qui vont dire, moi je le vois venir un petit peu d'ici, tout le week-end, les plateaux de chaînes d'information en continu vont se remplir de gens doctement informés qui vont venir nous dire que quand même la gauche elle en fait peut-être un petit peu trop. Oui. Oui. Excellent, excellent. Eh ben tu fais bien, voilà. Et voilà, Salomé vient de m'interrompre parce que j'ai oublié de décliquer le truc. Donc en gros, vous aviez pas les invités depuis le début. Bon, le début c'est toujours un petit peu laborieux, mais une fois que c'est lancé, ça va aller mieux. Qu'est-ce que je racontais moi? Oui, je disais, il y a cette marche qui est prévue ce week-end. Organiser ce genre de marche, ça permet aussi d'imposer un thème dans l'actualité et donc de forcer un petit peu la classe politique et la classe médiatique, enfin les intervenants dans l'espace médiatique, à se positionner, à parler de ça, à parler de cette montée d'extrême droite. Mais je pense que la première chose qu'ils vont faire, c'est sans doute de dire, voilà, est-ce que la gauche n'en fait pas un petit peu trop? Est-ce qu'on peut vraiment mesurer? Est-ce qu'il y a vraiment une montée des idées d'extrême droite? Est-ce qu'il y a vraiment une menace sur les libertés publiques? Qu'est-ce que vous répondriez à ça, peut-être pour commencer, Elsa Faucillon, parce qu'on en avait déjà un petit peu parlé ensemble. Quels sont les signes de l'époque qui sont un petit peu inquiétants et qui justifient cette marche? Bonsoir à toutes et tous, maintenant qu'on nous entend, enfin j'espère. D'abord, ravie de participer à cette émission. Je crois elle est importante justement pour pouvoir examiner
les signaux, les faits qui nous font réagir et qui doivent, je crois, faire réagir largement la gauche, plus globalement peut-être les démocrates, les progressistes. Je le disais dans l'émission Ouvrez les guillemets qu'on a fait il y a pas longtemps. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a tous les signaux qui sont là pour dire combien nous sommes dans une société pré-fasciste. Je vais y revenir et puis on aura le temps de toutes les décliner. Mais d'abord, quand on dit pré-fasciste, il est important de retenir le pré et de dire qu'on n'a pas encore plongé. Et c'est pour ça aussi qu'on fait la manif de demain. C'est parce que je crois qu'il y a besoin d'un réveil, d'un sursaut, de pouvoir faire entendre justement quels sont ces signaux et quelle est notre analyse, et de pouvoir riposter à tous ces signaux-là. Je constate les symptômes morbides dont parle Gramsci, c'est-à-dire à la fois un durcissement autoritaire de l'État, mais aussi une montée du racisme, et surtout, plus qu'une montée, une légitimation des paroles racistes, y compris par le gouvernement, et une légitimation du racisme presque de l'ordre parfois du burlesque et de la société du spectacle. C'est-à-dire que quand on parle de Zemmour ou de CNews, de la caricature de Daniel à la une de Valeurs Actuelles, de la porte de génération identitaire chez Hanouna, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, celles et ceux qui participent de cette société du spectacle sont ceux qui sont légitimés par le gouvernement. Il y a tout un tas, évidemment, de lois aussi qui viennent asseoir cette idée d'autorité et de course en avant vers le sécuritaire. Mais on parle aussi, évidemment, de toutes les lois antisociales qui favorisent le délitement social. Et donc, on a là, je dirais, tous les signaux, tous les symptômes morbides de la société, d'une société pré-fasciste. Et surtout, on va pouvoir décliner ensuite, mais on a à la fois une crise d'hégémonie et une crise de l'alternative. Et je crois que c'est sur ça qu'il faut se pencher. Et c'est pour ça aussi qu'on fait la manif de demain, comme un réveil et comme un point de départ pour construire cette alternative. Merci beaucoup Elsa Fosquillon. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, moi je t'entends bien, je pense que les gens t'entendent bien, il n'y a pas de problème. On accueille du coup Benoît Hamon qui vient d'arriver. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, et c'est peut-être ça, bah, je te laisse, Salomé, vas-y. J'avais plutôt une question à Sandrine Rousseau. Le Parti des Verts aujourd'hui ne va pas massivement aller à la manifestation de demain. Elle rassemble beaucoup, elle rassemble toutes les personnes qui sont présentes ce soir, mais Yannick Jadot a décidé de ne pas s'y rendre, si j'ai bien compris. Est-ce que, Sandrine Rousseau, vous êtes d'accord avec tout ce que vient de dire Elsa Fosillon, et est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous souhaitez participer à cette marche pour les libertés demain? Alors, déjà, Yannick Jadot ne représente pas tout LV. Et le parti Europe Écologie Les Verts a quand même signé l'appel à aller manifester pour le 12. Donc voilà. Moi, je dirais parce que je pense qu'on est dans un moment assez crucial dans notre société. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une espèce de raz-de-marée d'idées racistes, xénophobes, rétrogrades, conservatrices, et que finalement, il y a une organisation, à mon sens, derrière cela. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui sont non-stop, 24 heures sur 24 là-dessus. Et pour moi, on est à H-1 de ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. C'est-à-dire qu'on est vraiment juste avant. Mais par contre, le côté un peu positif de cette affaire, c'est qu'on peut aussi éviter de tomber dans ce qui s'est passé aux États-Unis. Et précisément, ce type de mobilisation peut nous permettre aussi de montrer que... parce qu'en fait, il y a plein de gens en France qui subissent ce message et qui n'ont pas forcément l'idée de toutes les personnes qui s'expriment moins sur les chaînes, mais qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et pour moi, la manifestation de demain, elle va nous permettre aussi de dire que non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé, que nous sommes nombreux et nombreuses partout en France à dire que non, nous ne sommes pas d'accord pour tomber dans une société raciste, pré-fasciste, etc. Et que là, il y a quand même besoin de donner de l'espoir aux gens. Et en tout cas, moi, c'est pour ça que j'y vais, pour dire, mais regardez,
Ne vous laissez pas avoir par un discours qui certes est dominant et omniprésent dans les médias, mais qui n'est qu'en fait une forme d'instrumentalisation par ceux qui veulent l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Regardez en fait la réalité de la France, regardez la réalité des forces de résistance dans la France. Elles sont nombreuses, elles sont plus organisées qu'on ne le pense, et elles sont capables aussi de battre le pavé, et de battre le pavé en nombre pour montrer que ces idées-là ne passeront pas. Donc voilà. Après, Usul, tu posais une question qui était vraiment d'où ça vient et tout ça. Bon, ça, on pourra peut-être y revenir plus tard, mais la pente sur laquelle on est, la pente glissante sur laquelle on est une pente qui a été instaurée depuis de nombreuses années maintenant. Et on voit qu'en fait, on n'arrive pas aujourd'hui à inverser la pente et la courbe sur laquelle on est. Et je pense que ça va être l'enjeu de demain et des jours et des semaines qui vont suivre. C'est comment derrière on s'organise pour faire en sorte que non seulement on soit dans la rue, mais que l'en plus on gagne dans les urnes. Très bien. Ben j'ai été. Bonsoir. Donc du coup aussi Benoît Hamon, je vous ai invité parce que je vous ai vu sur les plateaux à plusieurs reprises essayer de remettre un petit peu les choses au clair sur des notions qui semblaient avoir été brouillées assez largement quand on entend Jean-Michel Blanquer qualifier des réunions non mixtes de fascistes. Voilà. Et je vous ai entendu dire non mais attendez, l'extrême droite c'est l'extrême droite, le fascisme c'est l'extrême droite. Il y a besoin aujourd'hui de redire tout simplement des termes clairs, mais est-ce que c'est encore audible est-ce que voilà ce travail il n'est pas extrêmement difficile aujourd'hui et que le premier brouillage c'est pas d'abord aussi un brouillage des mots? Bon, bonsoir à toutes et à tous seuls. D'abord, mille excuses pour le retard. En fait, j'ai eu un petit souci de connexion. Je connaissais pas Discord, je m'étais jamais connecté, donc mille excuses. Ça m'a mis un peu plus de temps que pour les autres, manifestement. Bon, un commentaire par rapport à votre question tout de suite. Moi, je pense effectivement, on a un problème de vocabulaire, on a un problème de mots, on a un problème de représentation, mais derrière, en toile de fond, je pense qu'on vit une crise de l'égalité. Et ce qui explique la crise de la démocratie, c'est d'abord la crise de l'égalité. Il n'y a pas de démocratie qui fonctionne sans égaux, égaux en droit, égaux au sens où, au-delà du caractère formel et théorique des droits, on en fait l'expérience. Or, faire l'expérience de l'égalité devient de plus en plus compliqué pour bon nombre de Français. Et au-delà, évidemment, de cette expérience douloureuse de l'inégalité, on ne se représente plus d'ailleurs comme des égaux. Parce qu'à partir du moment où on fait l'expérience de l'inégalité, on se cherche toujours quelqu'un de plus faible que soi, quelqu'un au-dessus duquel se situer. Et donc on vit d'abord, me semble-t-il, une crise de l'égalité qui explique la crise démocratique et qui explique la façon dont on a l'impression aujourd'hui que les idées d'extrême droite se propagent et prospèrent à une vitesse qui nous sidère parfois. Alors, va se passer demain, c'est pas le premier acte, mais c'est un acte important de résistance, à un moment où on assiste à une propagation folle des idées d'extrême droite, et je dis bien des idées d'extrême droite, parce que si le Rassemblement national n'était que le seul propagateur, ça irait bien. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, vous avez évoqué Blanquer. Est-ce qu'on peut dire que Blanquer est d'extrême droite? Non, mais ce qu'il a fait avec la ministre Vidal sur la lutte contre l'islamo-gauchisme en se livrant à une chasse aux sorcières au sein de l'université, au moment où aux portes des universités, il y avait des files d'étudiants qui réclamaient de quoi manger, montre d'abord dans la hiérarchie de leurs priorités où se situe aujourd'hui la lutte numéro 1. Et la lutte numéro 1 a consisté à diaboliser la gauche et les écologistes, et en diabolisant la gauche et les écologistes autour de la formule de l'islamo-gauchisme, à dédiaboliser l'extrême droite. Donc on se retrouve dans une situation qui est grave, et qui est d'autant plus grave qu'il s'agit du ministre de l'Éducation. Vous voyez, moi, je ne sais pas où vous en êtes dans le débat, j'ai entendu, je suis arrivé au moment où Elsa Faucillon parlait, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit sur l'analyse du contexte de type pré-fasciste, mais ce qui est très préoccupant, c'est évidemment que Darmanin trouve une ministre, tu vois, le lapsus, j'allais dire une ministre d'extrême droite, en parlant de Marine Le Pen, il trouve que Marine Le Pen était trop molle sur la question du séparatisme,
Euh, Déjà en soi, c'est fou. C'est la première fois que dans la Ve République, un gouvernement dit libéral sur le plan politique, donc issu de la tradition républicaine, révolutionnaire. Les libéraux ont joué un rôle fondamental dans la séparation des pouvoirs, bon bref, qu'un ministre dit cela à une leader d'extrême droite, il y avait déjà ce premier symbole, mais derrière, il est ministre de l'Intérieur, donc passons, le ministre de l'Éducation nationale, lui, il est propriétaire du sens des mots, en tout cas garant du sens des mots, à travers la fonction qui est la sienne. Et la lutte dans laquelle il s'est engagé de type macartiste contre l'islamo-gauchisme, dit tout du moment dans lequel on est, qui est un moment extrêmement dangereux, tant finalement c'est au cœur de l'appareil d'État, au cœur du gouvernement que les digues tombent et que la propagation des idées s'opère, parce que les digues tombent et qu'on laisse des portes ouvertes pour que ces idées prospèrent. Donc il va y avoir un premier moment de résistance et j'en profite pour dire merci à Éric Coquerel et Thomas Porte d'avoir été les instigateurs de ce rassemblement qui aura lieu dans toute la France, parce que ça, c'était pas facile, c'était pas gagné d'avance, et ce qu'ils ont fait là mérite qu'on fasse chapeau bas, parce que c'est j'espère, le point de départ de la résistance. Pardon, j'étais peut-être un peu long. Non, c'est parfait. Merci Benoît Hamon d'avoir évoqué justement l'organisation de cette marche. C'est sur ça que j'aimerais revenir. Ça a été l'organisation a commencé à l'automne 2020. Déjà, vous l'avez évoqué, Éric Coquerel et Thomas Porte essayaient de mobiliser contre l'extrême droite, contre les restrictions de liberté. Et on constate que cette marche n'a lieu finalement que demain. Et donc, il y a eu un très long laps de temps jusqu'à ce que avant que cette marche ne puisse être organisée, avant que ça ne puisse se coordonner et avant qu'il y ait assez de forces qui soient d'accord pour y aller ensemble. Et ma question, j'aimerais la poser pardon, à vous, Daniel Obono, qui est député de la France Insoumise, donc le parti qui est à l'origine en partie donc, de cette marche. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué de mobiliser autour de ces thématiques-là qui sont même parfois qui sont controversées, hein. Là, le terme de pré-fascisation aujourd'hui, parfois il fait rugir certains. Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué? Déjà, je pense bonjour à tous et toutes et merci beaucoup pour l'occasion d'avoir ces échanges, hein, et de faire en sorte que la mobilisation de demain puisse être connue et l'appel puisse être diffusé largement à travers les réseaux, à travers Twitch et partout. Le moment, en fait, je crois qu'on est depuis le début de ce mandat, en vérité, dans une forme de sidération politique et intellectuelle, en fait. Je crois qu'il y a eu une telle violence et sans discontinuer depuis 4 ans. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu à l'Assemblée nationale. On en est je pense, le 10e texte avec la loi sécurité globale qui, heureusement, a été en bonne partie censurée par le Conseil constitutionnel. On en est à une bonne dizaine de textes liberticides, c'est-à-dire au-delà, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'au-delà des idées et des discours, il y a ce qui est mis en œuvre et comment, en fait, on a, nous, ce qu'on a appelé une dérive autoritaire du pouvoir, parce que on a aujourd'hui, on avait déjà une législation particulièrement répressive en termes de sécurité publique, en termes de lutte contre le terrorisme, mais on a aujourd'hui un arsenal législatif très clairement liberticide. On a été condamné par de nombreuses instances au niveau européen et international de défense des droits humains pour ces raisons-là. Et en fait, moi, ce sur quoi je voulais insister, c'est que ça n'a jamais arrêté depuis le début du mandat. La première loi date de 2017, la loi sur la sécurité intérieure, jusqu'à aujourd'hui sur la sécurité globale. Et je crois que toutes les forces sociales et politiques de ce pays, associatives, ont mis beaucoup de temps à se rendre compte de ce qui se passait. Parce qu'en fait, personne ne s'attendait à ce que la Macronie et Emmanuel Macron se révèle être ce dirigeant illibéral, autoritaire qu'il est aujourd'hui. Et je crois que cet effet de sidération a marqué pas juste les forces politiques, mais aussi les forces sociales, les forces associatives, et ce qui explique peut-être que ce moment n'émerge que maintenant. Et puis, il y a quand même eu des paliers. Vous évoquiez le débat avec le débat duo entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin. Il y a eu récemment la manifestation. Alors, le travail de la marche et la manifestation était déjà
manifestations étaient déjà en cours, heureusement. Mais je crois qu'il y a eu comme ça, en fait, des paliers qui ont fait prendre conscience de plus en plus qu'il se passe quelque chose. Après, on peut débattre affiné sur la caractérisation, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une remise en cause de droits et de libertés fondamentales. Ça a des effets très concrets dans la vie quotidienne des gens, que ce soit en matière d'impunité en termes de violence, d'usage excessif de la force de la police et de la manière dont la police est aujourd'hui utilisée, instrumentalisée. On l'a vu à une échelle de masse lors du mouvement des Gilets jaunes et le nombre de personnes mutilées, les décès qu'il y a eu. Donc, je pense que ça, c'est une dimension aussi. Le traumatisme, peut-être qu'on on s'est pas rendu compte du traumatisme pour les personnes concernées, pour les personnes victimes de violences, mais aussi, je pense, pour nous tous et toutes. Nous sommes des militants et des militantes pour beaucoup depuis des années. Et quand on en arrive après des années d'engagement militant, de mobilisation, parfois, on va dire, très, très tendue, quand on en arrive à se poser la question, est-ce qu'on va aller en manifestation si on risque de se faire mutiler? Je pense que voilà, ce format-là, je pense qu'on a tous eu à un moment donné cette réflexion. Je crois que ça, voilà, c'est les effets de cette violence institutionnelle, politique, de cette violence physique, de cette violence psychologique, parce qu'on est dans un climat extrêmement toxique. Les attaques et les relais et la manière dont c'est diffusé à une échelle de masse, ça, je pense, peut participer à voilà, cette stupéfaction, cette forme de sidération. Et je crois que le moment est venu effectivement de réagir, de pouvoir construire, montrer que en vérité, et ça, je crois que c'est une dimension extrêmement importante, c'est que malgré tout ça, malgré la manière dont de l'intérieur de l'appareil d'État, dans la loi, dans les médias, dans toute la structure de la société française, en tout cas de la société française, il y a ce rouleau compresseur, mais dans la société, il y a énormément de résistance. Et je crois que voilà, c'est aussi ce moment-là. La question, c'est de donner à voir ces résistances-là, et pour que, au-delà des militants, au-delà des forces politiques, associatives, engagées, en fait, c'est le peuple en fait qui sorte de cette sidération-là. Alors, justement, merci Daniel. Alors, faut faire attention peut-être au micro. J'entends pas toujours très très bien. Je sais pas comment ça se passe au niveau micro ou réglage micro, mais le son est un peu intermittent. Mais justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Daniel, parce que je crois que Sandrine avait dit un petit peu la même chose tout à l'heure. Sandrine Rousseau, vous parliez de force de résistance, justement, du fait que ces assauts qui nous viennent finalement du haut, qui nous viennent voilà de personnes au pouvoir, de personnes installées, qui installent, et on n'a pas encore énormément parlé de ça parce qu'on a parlé des libertés. Daniel Bono vient de parler des libertés, mais on parle d'extrême droite, de fascisation. On n'a pas énormément parlé de racisme, qui est quand même un mécanisme très important dans toutes ces rhétoriques. Et en effet, il y a des résistances. On pense à ce rassemblement à République qui a été considérable au lendemain du confinement contre les violences policières et à l'appel, il me semble, du comité Adama. C'est à ces forces de résistance-là aussi qu'il s'agit de donner aussi peut-être de l'ampleur, de la visibilité. Et ça permet aussi de se rassurer et de se dire la société n'est peut-être pas à l'image de ce que montrent les médias et de ce que veulent mettre en avant la classe politique. C'est ça que vous vouliez dire aussi ? C'est à moi que vous posez la question. Oui, Sandrine, oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a en fait des activistes partout, il y a des gens qui militent partout. Et je pense qu'il y en a même beaucoup plus qu'on en a eu à certaines époques. Et là, donc en fait, il y a une espèce de réveil citoyen qui est en train de se faire. La question aujourd'hui, c'est que entre ce réveil citoyen et la mobilisation politique, il y a encore une différence, et on sait aussi toute la difficulté d'aller d'un militantisme vers un autre et d'aller d'un activisme vers un militantisme politique. Mais sur le racisme, on a quand même collectivement accepté, et quand je dis ça, évidemment que nous ici, nous n'acceptions pas et que beaucoup des personnes dans la société n'acceptaient pas, mais la France s'est dotée de lois qui sont profondément racistes. Enfin, je veux dire que quand dans le préambule d'une loi sur les séparatismes, dont on a changé le nom pour la rendre un petit peu plus acceptable, il y avait la religion musulmane qui était pointée, eh bien on pointe dans ce préambule de la loi l'ennemi. C'est-à-dire, on accepte dans l'enceinte de l'Assemblée nationale qu'on a une forme d'ennemi intérieur. Quand un conseiller du président de la République invite à manger
Marion Maréchal Le Pen, eh bien, on dit que cette femme peut rentrer dans les ordres de la République. Quand Darmanin, et on l'a dit plusieurs fois, dit que Marine Le Pen est trop molle, alors on n'est plus dans une banalisation du FN, on est dans un centrage du FN, dans le fait de les mettre au cœur, au centre de notre vie politique. Alors je sais, on ne dit plus FN, on dit Rassemblement National, enfin globalement quand même c'est un peu la même chose. Et donc là, je trouve que le pouvoir actuel a une responsabilité tout à fait considérable. Mais finalement, nos pertes des libertés, on a commencé à le faire déjà lors des premiers attentats avec les états d'urgence qui se sont succédés et qu'on n'a jamais réussi à complètement annuler. C'est-à-dire que d'état d'urgence en état d'urgence, en loi d'exception, à chaque fois, on perd des parcelles de liberté. Et à chaque fois, sans doute qu'une partie des Français et des Françaises se disent « bah oui, mais c'est quand même pour nous protéger du terrorisme ». Mais le problème, c'est que là, ces lois-là sont en réalité faites pour contrôler la population, pour nous surveiller et petit à petit pour installer la possibilité de ne plus avoir de résistance politique. Je rappelle que est passé par décret, je crois que c'est entre Noël et le Nouvel An, est passé par décret le fait qu'on pouvait ficher les personnes sur leurs opinions politiques. Et ça s'est passé comme une lettre à la poste, alors que c'est une atteinte à nos libertés tout à fait fondamentale. Et donc, quand on accepte, en fait, quand on ne se révolte pas contre du racisme, alors on accepte toute forme de perte de liberté et on accepte de bout en bout une société qui est de plus en plus contrôlée et de plus en plus centralisée, où il n'y a plus de diversité. Donc là, je pense que c'est le moment du réveil, en fait. C'est-à-dire que oui, on a, parce que la situation politique était comme ça, ces lois sont passées, mais là, aujourd'hui, on a une élection qui est devant nous, qui est l'élection présidentielle de 2022, et j'ai l'impression que c'est le moment ou jamais de se réveiller. C'est-à-dire, il n'y a pas... moi, je connais des forces politiques qui se disent on va attendre 5 ans, mais dans 5 ans, ce sera trop tard, les amis. C'est-à-dire que c'est maintenant, c'est aujourd'hui-là qu'il faut nous réveiller, et c'est aujourd'hui-là qu'il nous faut contrer cette tendance extrêmement inquiétante. Et Sandrine Rousseau, vous parlez d'un centrage du Rassemblement national. Et je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'il y a eu une banalisation des idées du Rassemblement national dans l'espace public, ne serait-ce que par le ministre de l'Intérieur lui-même, dans ce fameux débat avec Marine Le Pen. On constate des restrictions de nos libertés, mais également des propos qui sont de plus en plus violents sur certaines chaînes d'information, notamment évidemment CNews, qui a encore été condamné à 200 000 € d'amende pour incitation à la haine en mars dernier. Il me semble que les médias, évidemment, jouent un rôle crucial là-dedans. Benoît Hamon, vous avez beaucoup côtoyé les médias, notamment pendant votre campagne présidentielle. Selon vous, quelle est la place et le rôle des médias dans la banalisation de ces idées qui tendent à faire monter des idées un petit peu violentes, mais aussi à faire plus accepter des restrictions de liberté comme toutes celles qui nous ont été imposées sous le mandat d'Emmanuel Macron? Est-ce que les médias sont à l'origine ou est-ce que c'est eux qui... Non, je crois pas qu'ils soient à l'origine. Ce serait tellement simple si on pouvait décider qu'en arrêtant les émissions de Pascal Praud et d'Éric Zemmour, on règle le problème. On voit bien que on a quand même une réalité politique, sociale, culturelle à laquelle s'ajuste d'ailleurs en partie le paysage médiatique. Pourquoi? Parce que le paysage médiatique, il correspond à un modèle économique, et ce modèle économique, il fait que beaucoup de ces médias-là vivent à partir des recettes publicitaires, et que ce qui marche aujourd'hui, et là, c'est ce qui fait faire des recettes publicitaires à quelques annonceurs près. D'ailleurs, il pourrait y avoir un sujet on pourrait imaginer des campagnes citoyennes sur les annonceurs qui aujourd'hui financent ces modèles économiques-là. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est effectivement ces talks qu'on voit dans lesquels
qu'on voit. Je reconnais, pour le coup, une guerre y assister, d'abord parce que je refuse les invitations de ces émissions-là, et puis parce que je ne les regarde pas, mais qu'y a-t-il à regarder? C'est pas la liberté de penser qui s'y exprime, c'est un parti pris. Alors sans doute, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais un parti pris qui ou flirte avec ce qui relève du délit, ce qui relève comment dire, de propos qui peuvent être condamnés en justice, qui a été le cas de Zemmour, ce qui a été le cas à plusieurs reprises pour CNews. Et on a donc aujourd'hui une forme d'amplification de ce qui est une réalité qui s'exprimait en partie sur les réseaux sociaux, mais qui s'exprimait dans la société, qui a une traduction ou une correspondance électorale et politique à travers le score croissant du Front National, mais surtout la diffusion croissante des idées du Front National, ou du Rassemblement National. Parce que regardons aussi cela, je veux dire, la contamination, elle ne s'arrête pas d'ailleurs qu'à la droite et comment dire, au gouvernement d'Emmanuel Macron. On voit qu'il y a aujourd'hui sur la question de la police, sur la question de l'immigration, il y a des bougées qui sont des bougées sur le plan idéologique et intellectuel tout à fait redoutables, et y compris dans la gauche. Donc, moi, la responsabilité des médias, elle existe, parce qu'elle n'est pas neutre. Quand LCI, BFM font écho dans des émissions aux propos qui sont tenus sur CNews ou ailleurs, oui, ou dans le choix de leurs experts, il y a une responsabilité. Néanmoins, j'insiste sur le fait que aujourd'hui, je l'évoquais tout à l'heure, la crise de l'égalité. Je suis d'accord avec tout ce qui est dit, hein, donc ça va être assez simple cette soirée d'ailleurs. Je sais pas de quoi on va débattre en tout cas entre nous, mais je suis d'accord avec ce que vous dites tous. Oui, toutes, pardon. Il me semble aujourd'hui que le vrai sujet, c'est la diffusion. Et alors, parlons clair. Pour moi, il y a deux événements. Un, la stigmatisation, pour commencer, de ceux qui ont participé à la marche contre l'islamophobie. On allait quoi sur un mot d'ordre qui était un mot d'ordre antiraciste. Alors, il y avait sans doute des gens infréquentables, mais le mot d'ordre était clair. Le mot d'ordre était de dire, il y a aujourd'hui une stigmatisation de femmes et d'hommes au titre de la religion qui est la leur, et au prétexte qu'il existe un dévoiement de cette religion, on prend à partie des millions de femmes et d'hommes. C'est ça qu'on disait. Et jusqu'ici, dans ce pays, ce qui montrait que, effectivement, l'hégémonie culturelle était plutôt antiraciste, plutôt tournée vers la fraternité, le souci de laisser vivre librement les femmes et les hommes sur ce territoire, quelle que soit leur croyance, ce qui est l'application stricte de la loi de 1905. C'était ça l'hégémonie culturelle avec laquelle j'ai grandi. Ça a tourné. Et ça a tourné. Le symbole, c'est ce qui s'est passé au moment où on a tous été montrés du doigt. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait des gens qui étaient des gens avec lesquels on n'était pas d'accord, voire même avec lesquels qu'on combattrait sur le plan politique, et que moi je combats sur le plan politique. Mais c'est le premier acte. Et le deuxième acte, pardon, et j'arrête avec ça, je ne veux pas être trop long, c'est l'autre manifestation. Celle où, sur des mots d'ordre qui sont des mots d'ordre policiers contre la justice, on manifeste devant le Parlement avec l'extrême droite. Mais un vieux sénateur socialiste, même bien ramolli sur les questions économiques et sociales, il vous dirait, non mais il y a quand même des fondamentaux, mes garçons, à quelques jeunes dirigeants socialistes. C'est qu'on ne fait pas ça. La République, pardon, mais elle était du côté de ceux qui, parmi les juges, voire même le garde des Sceaux, ou ceux qui les ont défendus, disaient, mais c'est pas possible. Il y a une séparation des pouvoirs. On ne peut pas penser que demain les policiers décident de ce qu'il est bon ou pas de juger. Et c'est même d'ailleurs, il y a plein de policiers qui disent ça au passage, sauf les syndicats qui étaient là, et qui sont des syndicats qui, pour une partie d'entre eux, frayent quand même beaucoup avec les idées d'extrême droite. Donc là, il s'est passé quelque chose, je le dis, il s'est passé quelque chose de grave et important, et qui va déterminer au passage les conditions dans lesquelles va se reconstruire la famille du progrès, des Lumières, la gauche, les écologistes. Il s'est passé quelque chose de très important ce jour-là. Et bon, moi je crois qu'on a là, en tout cas, des événements qui sont
moins aussi, voire même plus important que la dérive de certains médias. Et il y avait donc du coup là a été évoquée cette marche contre l'islamophobie qui en effet oui a été une étape mais a été une étape importante parce que on a mis des mots sur ces choses là et on voyait bien que y compris dans certains camps politiques ce mot-là d'islamophobie a été refusé pendant longtemps, il n'était pas accepté. Je vais demander à Elsa Fossillon parce que c'est vrai que demain la gauche marche globalement unis, même si on peut se demander si, par exemple, si le mot islamophobie avait été dans l'appel, est-ce qu'elle aurait pu être aussi unie, je sais pas. Mais ça a été une question qui a divisé énormément la gauche, ceux depuis les années 80, ceux depuis le voile de Creil. Il y a un sujet particulier en France là-dessus, il y a un sujet sensible sur la gauche, particulièrement, mais depuis longtemps, c'est-à-dire avant la vague des attentats, même j'ai envie de dire, avant 2015 et ces vagues-là, parce que cette difficulté cette collision entre les valeurs de laïcité et les valeurs de tolérance, qui là à un moment ça ne marche pas chez tout le monde de la même façon, ça ne s'articule pas chez tout le monde de la même façon, au point que c'est difficile d'avoir un discours clair à gauche sur l'islamophobie. Est-ce que je vois juste là, Elsa? Oui, et c'est un problème parce que qu'il y ait du débat à gauche, chez les progressistes, sur les questions de laïcité. C'est un débat qui a animé tous les progressistes et plus largement, et d'ailleurs les libéraux aussi pendant des décennies, mais qui se sont accordés aussi sur l'équilibre de la loi de 1905. Ça ne cache pas les débats d'ailleurs d'avoir trouvé cet équilibre-là. Là, la question, c'est que l'islamophobie n'est pas une question de laïcité ou de débat de laïcité, c'est un racisme. Et donc là-dessus, il devrait y avoir une unanimité de toutes celles et tous ceux qui se disent, et qui pas simplement se disent, mais agissent contre le racisme. Et donc il y a de difficultés à être... il y avait même un entrain et un enthousiasme de ma part et de la part de beaucoup de communistes à être présentes lors de la marche contre l'islamophobie. Ce que je constate, et peut-être pour revenir sur la question de pourquoi ça a mis du temps à se concrétiser, l'appel à la marche du 12, parce que je crois que c'est important. D'abord, moi aussi, je remercie Thomas Porte et Eric qui ont été à l'initiative et qui continuent d'être aussi à l'organisation jusqu'à s'occuper des camions et du SO, donc ça va jusqu'au bout des détails. Je dois dire qu'évidemment, très certainement, entre la tribune des généraux et l'épisode manif du 19 des organisations syndicales policières, certainement que ça a fait en sorte que le réveil soit plus facile pour beaucoup d'organisations. Et ça dit aussi, je crois, ce que je disais au début, c'est-à-dire la crise d'alternative. C'est-à-dire que dans les premiers moments, quand Éric Coquerel lance cet appel, il la lance d'abord à des organisations politiques de gauche. Et on voit bien que ça a beaucoup de mal à prendre, il faut le dire, y compris de la part de mon organisation politique, le PCF, parce que, quelque part, chacun y voit, peut-être en tout cas, une bataille d'orgas, à prendre le leadership, à prendre l'hégémonie. Et je nie pas qu'il y a très certainement de la part de chacune des organisations de gauche aujourd'hui plutôt une envie d'hégémonie, une recherche d'hégémonie, plutôt qu'une recherche à faire front commun. Mais en tout cas, je crois que le temps qu'il a fallu trouver cet accord-là tient à la fois d'un moment de réveil, et c'est tant mieux, et à la fois d'une difficulté à trouver ce qui permet d'être unitaire, de retrouver des formes unitaires, à la fois entre orgas politiques, collectifs. Et là, quand même, notez qu'il y a 100 organisations, plus de 100 organisations et des personnalités qui arrivent dans ce moment-là à se mettre d'accord. Je trouve que c'est porteur d'espoir, porteur d'espérance, et qu'évidemment, ça peut être qu'un point de départ. Peut-être un petit mot sur les médias, et je m'arrête. Quand même, on a, et on le dénonce toutes et tous ici, une concentration aujourd'hui des pouvoirs médiatiques extrêmement folle, à la recherche de parts de marché de manière extrêmement vorace. Je pense que chez certains quand même de ces dirigeants, il y a un projet politique
Et Bolloré, c'est assez typique, je crois, faut le dire. Et puis, je crois aussi que pour certains d'entre eux, celles et ceux qui veulent sauver leurs intérêts capitalistes, quelque part, les parts de marché comptent avant tout. Et le fait que la société se délite, le fait qu'il y a un affaiblissement du débat public et du débat politique, ils n'en ont que faire. Ce qu'ils veulent, c'est sauver leurs intérêts et faire en sorte de faire ces parts de marché et à faire en sorte de sauver le système en place qui est le seul à défendre leurs intérêts. Donc ils ne sont pas, ils sont pas plus initiateurs que d'autres, mais ils y participent évidemment grandement. Benoît Hamon, vous vouliez réagir? Je ne peux pas Ah, prendre la parole à Daniel et à Sandrine juste pour dire à Elsa, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, et notamment sur le fait que il y a aujourd'hui clairement un projet politique de Bolloré. D'ailleurs, il s'en cache à peine. Il s'en cache à peine. Ça rappelle d'ailleurs, il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez du Goncourt d'Éric Vuillard en 2017 qui s'appelait L'Ordre du jour, qui commence par cette scène où à l'époque Göring et Hitler passe un petit coup, fait un petit coucou au passage dans la réunion, reçoit tout le patronat allemand pour leur dire vous en faites pas, avec nous il n'y aura pas d'élection et tout le monde s'en va bien repu, bien content d'avoir bien mangé et surtout content qu'il n'y ait plus d'élection. Il y a un moment où la question va être posée, y compris au patronat français, de savoir quelle est l'attitude qu'il va avoir ou qu'il a vis-à-vis de la montée en puissance de ces idées-là. Et on voit bien qu'une partie de ce patronat-là a fait un choix qui est un choix politique, idéologique, et qui le fait à travers les médias. Ce qui nous devra nous poser la question aux législateurs, et en l'occurrence aux femmes députées que vous êtes, de la question de la manière dont on lutte contre la concentration des médias, avec toujours ces mêmes sujets qui n'ont pas été réglés sous la gauche et sous Hollande, je le sais bien, mais c'est vraiment une question centrale qu'on doit se poser, parce que c'est un des éléments, effectivement, de l'équilibre des pouvoirs et de la démocratie que de s'assurer bah voilà, que tous les médias n'appartiennent pas à quelques-uns, surtout si ces quelques-uns sont tous d'accord entre eux. en tout cas, le constat qui vous rassemble tous aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable montée de l'extrême droite, encore une fois, une restriction des libertés. On envisage très volontiers, en tout cas dans l'espace médiatique, que le Rassemblement national puisse arriver au second tour de la présidentielle. Du côté du gouvernement, ils le prennent même presque comme acquis. On l'a vu dans plusieurs débats, comme si c'était évident que le Rassemblement national allait arriver au second tour. C'était encore inimaginable il y a quelques années. Aujourd'hui, à vous écouter, on a l'impression que vous êtes tous d'accord. D'ailleurs, c'est ce que vous avez dit, Benoît Hamon, il n'y a pas de débat, on est d'accord. Pourtant, la gauche n'est pas d'accord. La gauche est fracturée. J'ai envie de vous poser cette question à vous, Daniel Obono. Quelle est la responsabilité de la gauche dans la montée de l'extrême droite aujourd'hui qui est indéniable? J'espère que vous allez pouvoir m'entendre bien, ça ne va pas couper. Il y a plusieurs éléments, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà la question du bilan d'un gouvernement de gauche qui était au pouvoir il y a 5 ans et dont le bilan économique, social, mais aussi politique au sens des idées, de ce qui a marqué ce quinquennat dit de gauche est, de mon point de vue, extrêmement grave. Et les régressions dont on a vu l'accélération sous le mandat d'Emmanuel Macron, qui est issu par ailleurs de cette matrice-là, elles ont été commencées avant. Il y a une histoire du néolibéralisme et de l'autoritarisme plus longue, mais sous le précédent quinquennat, on a eu la loi travail, on a eu les premières manifestations extrêmement réprimées, les premiers 1er mai où on a commencé à plus y aller en famille, etc. On a eu le valsisme et donné en fait la première diffusion de cette réaction, ces courants réactionnaires qui se disent de gauche, c'est Valls. Et c'est Valls à qui on a aussi donné les clés de Beauvau. Et du coup, ce qui explique peut-être pourquoi on se le tape à chaque fois, là, tous les 6 mois, tous ces comebacks insupportables, et on lui tend à chaque fois le micro. Donc, je pense qu'il y a ce bilan-là, et le bilan qui n'a pas été fait, la rupture qui n'a pas été faite, et qui continue de ne pas être faite. Et je crois que c'est pour ça qu'on en a retrouvé certains à la manifestation du 19 mai, la manifestation factieuse, et que une partie, effectivement, ça a été dit par Benoît, une partie de ces forces, de ces personnalités qui se disent encore de gauche, j'allais dire qui osent se dire de gauche, reprennent à leur compte
la rhétorique et les propositions, y compris de la droite extrême ou de l'extrême droite sur un certain nombre de questions. Et je pense que ça, c'est un des éléments. Moi, je voulais revenir sur un autre élément, sur la question, c'est les débats à gauche. Je crois qu'il y a eu, vous évoquez la manif du 11 novembre, il y a eu aussi beaucoup de lâcheté au sein des forces de gauche, c'est-à-dire que quand cette manif du 11 a fait l'objet, excusez-moi, a fait l'objet de, de toute une campagne en fait de disqualification et de délégitimation, il y a vraiment eu à ce moment-là très peu de voix qui se sont élevées pour assumer le fait d'y avoir été et réagir en fait. Je sais que nous, particulièrement, avons été la cible et continuons à être la cible de ces campagnes de disqualification. La chasse aux sorcières sur l'islamo-gauchisme, elle a commencé avec un ciblage de la France insoumise, avec tout ça. Et c'est pas simplement pour dire il n'y a que la France insoumise qui est victime, mais en fait, l'idée que d'une certaine manière, quand on attaque une de nos forces, une des forces de notre camp, ça ne va jamais profiter à personne d'autre. Et je crois que ça, cette leçon de l'histoire, euh, cette leçon voilà, du mouvement social et de l'idée, même avec nos différences, il y a un minimum syndical. Je crois qu'elle n'a pas été, elle n'a pas été retenue, elle a été oubliée par un certain nombre de figures et de mouvements, et ce qui explique aussi voilà, pourquoi ça a été aussi dur et pourquoi il y a encore des débats qui nécessitent d'être tranché. Et je crois que, voilà, de ce point de vue-là, demain doit être le début de reprendre en fait la bataille, pas simplement sur le terrain médiatique, pas simplement sur le terrain de la rue, mais aussi sur le terrain du débat d'idées et de comment est-ce qu'on mène un véritable débat d'idées et qu'on ne se satisfait pas que, en gros, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise s'en prennent plein la tête parce qu'on s'imagine que soit on va en bénéficier. Et de ce point de vue-là, tout le monde n'a pas eu cette démarche-là. Et je salue notamment Sandrine Rousseau, dont je pense qu'elle a été une de celles parmi les candidats et candidates à la candidature de 2022 qui n'a jamais accepté de jouer à ce petit jeu-là. Mais malheureusement, en fait, moi, de là où je suis et comme l'expérience que j'ai, c'est d'avoir été aussi très, très isolée et que la stratégie de division, la stratégie de stigmatisation, en gros, les gens infréquentables, aujourd'hui, nous sommes, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ont été diabolisés pendant qu'on dédiabolisait Marine Le Pen. Je pense qu'il faut aussi analyser ce phénomène-là et pourquoi c'est une défaite pour tout notre camp, quoi qu'on pense de la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, pour moi, ça, c'est une des leçons à tirer, une des alertes, et que j'espère qu'à partir de maintenant, tout le monde aura pris conscience en fait du danger de laisser ce genre de stratégie du pouvoir avec à sa disposition un certain nombre de médias, parce que je finis là-dessus, un des éléments sur la dimension médiatique, c'est pas juste que effectivement il y a une économie générale des médias aujourd'hui qui favorise le climat qu'on a. Il y a le fait que les médias sont ultra concentrés, que les médias sont politiques, et ceux qui possèdent les médias ont des choix politiques et ont des options et mettent sur la place des options. Il y a l'option Macron, mais pour un certain nombre de grands patrons de la classe dirigeante et de la classe médiatique, Marine Le Pen ou une version d'extrême droite est une option. Et puis parce qu'il y a aussi un pouvoir politique, un pouvoir présidentiel qui a encore plus que précédemment, encore plus que sous Sarkozy, qui a à sa disposition un certain nombre de médias et dont on a vu la fusion. On a voilà, des émissions qui sont le SAV de gouvernement, on a une parole gouvernementale qui est extrêmement quasi hégémonique sur le champ médiatique. Donc voilà, il y a cette dimension-là et qui a participé aux campagnes de stigmatisation, de discrimination et de division. Voilà, ce sont ces éléments qu'il faut qu'on ait aussi en tête à partir de maintenant, laisser la moindre faille exister et s'agrandir dans le front commun
Alors, pareil, comme la dernière fois, je crois que plus la prise de parole est longue, plus en fait la collection se désagrège un petit peu, Daniel Obono. Mais on a compris l'essentiel. Le mandat Hollande a été évoqué, donc je vais proposer à Benoît Hamon de répondre aussi, et de répondre aussi à une question, je voudrais préciser, je voudrais élargir même, parce qu'évidemment, il y a le valsisme, mais avant que Darmanin ne parle d'ensauvagement, on avait eu aussi Chevènement qui avait parlé de sauvageon, et quand la première fois aussi que non, j'allais dire le Rassemblement National, on va dire les Le Pen, là on peut pas se planter, je pense qu'on est bon pour 100 ans. La première fois que les Le Pen, le père Le Pen en l'occurrence, s'est retrouvé au second tour de l'élection présidentielle, c'était suite à 5 ans de gestion de la gauche. Quelles leçons étaient tirées du 21 avril à ce moment-là, voilà, quelles leçons en termes de responsabilité? Benoît Hamon, vous qui étiez dans le PS, est-ce qu'il y a eu des réflexions là-dessus, sur le fait que c'est quand même étonnant qu'après 5 ans de gauche, voilà, ça se passe comme ça. Ça a été, j'imagine que ça a été terrible évidemment pour tout le monde au PS, mais est-ce qu'il y a eu une remise en question vraiment, parce que voilà. Bon, d'abord, première chose, d'abord, je vous suggère de ne pas accorder au valsisme les traits d'une doctrine. C'est une dérive, le valsisme. Ça n'a rien à voir avec une doctrine, ça n'existe pas. C'est la trajectoire d'un bonhomme qui passe de gauche à droite et qui, plus ça va, plus il s'éloigne. D'ailleurs, tant et si bien qu'il est un de ceux qui a théorisé le principe des gauches irréconciliables, mais en fait, il parle d'une droite irréconciliable avec la gauche, parce que de là où il parle, c'est pas deux gauches irréconciliables, mais sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur les questions sécuritaires, sur les questions culturelles, manifestement, aujourd'hui, on est très, 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 très éloigné. Donc, bon, ça, je ferme la parenthèse, mais je pense qu'il ne faut pas accorder plus d'importance à Manuel Valls qu'il n'en a. Ce qui est clair, par contre, c'est qu'aujourd'hui, on a assisté à une forme d'indifférenciation gauche-droite, en tout cas gauche-droite officielle, partisane, pardon, sur des questions économiques, sur les questions sociales. C'est très clair, et le quinquennat de François Hollande a été très symptomatique de cela. Et on l'a vu avec un point d'orgue, la loi travail, qui a été le moment où on s'est rendu compte que finalement, même sur la question du travail, c'est-à-dire ce qui devrait être le cœur de la préoccupation d'une femme ou d'un homme, épris de justice sociale. Même sur cette question-là, les thèses qui étaient celles de l'importance de flexibiliser le marché du travail, toutes les thèses qui ont pu être celles de la loi travail et qui étaient directement inspirées des théories néolibérales, eh bien, ont finalement rallié des gens qui venaient de la gauche. Vous savez, je crois que Emmanuel Macron a un grand mérite, malgré tout. C'est que ce mérite qui est celui de lever une imposture, et une imposture qu'on avait commencé à percevoir lors du quinquennat de François Hollande. Le quinquennat de François Hollande a hébergé la première expérience sous la Ve République, ce qu'on a appelé les frondeurs, mais qui étaient de gens qui considéraient qu'ils avaient un mandat du peuple et pas un mandat impératif qui était celui de leur parti, et ont décidé de faire des choix politiques. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la Ve République. C'est qu'une majorité se fracture et de manière organisée comme cela. Et ce que révèle Emmanuel Macron, c'est que le clivage entre la droite et la gauche sur le plan politique n'était pas entre deux partis, les Républicains et le PS, mais au milieu du Parti socialiste. Et c'est à partir de là que les choses se reconstruisent. Alors moi, j'entends ce qu'a dit Daniel. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais bon, je pense que c'est des nuances. Et puis en plus, je ne pense pas que ce soit le sujet fondamental. Et on aura, et Elsa l'avait dit tout à l'heure, heureusement, des débats à gauche et des débats nombreux, et sur la question de la stratégie pour la conquête du pouvoir, et moi j'ai des débats avec la France Insoumise, et sur la question ensuite de là où on met le gradient sur un paquet de sujets. Et ces débats-là sont sains. D'ailleurs, le jour où la gauche arrêtera d'avoir des débats, c'est qu'il y aura un problème. Et en plus, il faut y introduire l'écologie politique avec elle-même ses contradictions, parce qu'il y en a qui sont de gauche et d'autres qui ne le sont pas, et tous les nouveaux sujets qui émergent issus du mouvement social et qui, moi, me rendent pas optimiste, mais pas pessimiste. Voilà. C'est que l'irruption du mouvement social qui bouscule la gauche, on va dire, un peu réac et installée, à travers la question du genre, la question de l'antiracisme et la question du climat, beaucoup portée par la jeunesse, est en train de faire beaucoup bouger les lignes. Alors oui, indiscutablement, le dernier quinquennat a des responsabilités, sinon on n'en serait pas là.
pour avoir, pardon de le dire, mais été candidat à l'élection présidentielle sur un programme qui n'avait rien à voir avec ce quinquennat et qui portait tout le bilan du quinquennat, de facto, parce que j'étais parti socialiste, donc moi je l'ai vécu, très concrètement. Donc je vois bien de quoi on parle. Maintenant, la question qui nous est posée, c'est de savoir comment aujourd'hui on lutte efficacement contre ce qui est en train de menacer plus que le vivre ensemble, c'est-à-dire les fondations de la République. Ce qui, moi, vraiment, je suggère qu'on passe pas trop de temps entre nous sur la dérive de ceux qui, venus de la gauche, suivent un chemin qui est un chemin qui les mènera dans les abîmes, y compris intellectuels, idéologiques. Excusez-moi, mais ils portent quand même aujourd'hui l'étiquette de gauche. Donc évidemment Mais que ça a un impact dans mais- l'imaginaire collectif. Oui, mais bon, honnêtement, alors je sais pas à qui vous pensez, donnez des noms, ça m'aidera, mais il y a un moment, la gauche, ça se reconnaît assez facilement quand même. Manuel Euh, Valls, on l'évoquait tout à l'heure, il a quand oui, même mais été Manuel Premier Valls, ministre d'un gouvernement socialiste, même si aujourd'hui on le déplore. oui, mais dans lesquels il y avait des gens de gauche, je vous confirme, et des gens qui ne l'étaient déjà plus. Et c'est bien l'ambiguïté de cela et qu'a révélé finalement Macron. Daniel, assez cruellement d'ailleurs, nous dit il vient de cette matrice-là. La vérité, c'est que la matrice d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. C'est le milieu des affaires, et que, comme beaucoup, il a été hébergé un temps par des gens de gauche qui le trouvaient brillant, génial, etc. Il aurait pu être hébergé par des gens de droite, ça ne changeait rien. Mais ce qui est frappant aujourd'hui, c'est l'incroyable faiblesse de la production des partis politiques. Moi, je vous le dis franchement, prenons par exemple la question éducative, qui va être absolument centrale pour la gauche, et pour la République, et pour la gauche. Sur la question éducative, on voit aujourd'hui, si on veut lutter efficacement contre l'extrême droite, cette question-là sera fondamentale, qu'au moment de poser la question du contrat entre l'école et la nation, au Parti socialiste, c'est très faible. À Europe Écologie Les Verts, c'est pas un impensé, mais presque. Je suis désolé, hein, Sandrine, je te dis ça. Il n'y a rien contre toi, mais ce que j'ai dit aux dirigeants écolos, quand même. À la France Insoumise, il y a des choses, mais c'est quand même pas. On ne monte pas au plafond non plus. Au PC, j'avoue que j'ai pas regardé Elsa, mais il y a indiscutablement aujourd'hui, la gauche ne renaîtra pas sans grand projet éducatif. Où est-il? Je ne sais pas. Et peut-être qu'une des tâches, si on veut lutter efficacement contre la propagation des idées d'extrême droite, une des tâches prioritaires de la gauche, c'est de reposer cette question-là et de la reposer de façon à ce qu'on reconstruise ce projet éducatif qui manque, qui est celui de l'émancipation, de l'épanouissement, du progrès, des lumières, et tout ce qu'on dit et tout le blablabla qu'on entend parfois sur la République et qui fait qu'on a l'impression que les gens vous parlent grec ou latin ancien, c'est-à-dire que c'est une langue morte. Voilà, je pense que sur ces questions-là, on a besoin de travailler, ça tombe bien. Moi, j'ai 2-3 idées, hein, je les verse au débat. Moi, je ne suis pas candidat, donc je veux bien Elsa les dire. Fillon, vous souhaitiez réagir? Oui, bah alors sur éducation, on pourra peut-être faire un autre débat. Donc on se donne rendez-vous parce que c'est le sujet qui me tient à cœur et je suis à la commission éducation à l'Assemblée. Je ne suis pas candidate et j'ai aussi 2-3 idées, donc je suis prête à les mettre évidemment à disposition. Mais peut-être puisqu'on aborde la question de la gauche, pour décentrer peut-être et puis ne pas faire que nous flageller, même si on pourrait y passer quelques heures. D'abord, peut-être faut dire à quoi on a affaire, et on a commencé déjà à l'évoquer, mais je trouve que c'est important de dire à la fois l'ampleur de la crise que traverse le capitalisme. Il est en crise et donc il est particulièrement liberticide aussi parce qu'il n'est plus accepté et qu'il dégage peu de marge pour les travailleurs, pour les travailleuses, et donc il est obligé de faire, en tout cas ses membres, ceux qui le défendent, sont obligés d'en passer par la coercition. Mais je dirais que pour les libéraux qui nous gouvernent successivement, et là on peut aborder aussi la question des gouvernements précédents et de l'actuel, mais dans la période particulièrement, je dirais que le grand reniement et le grand renoncement vient d'eux. Ils sont en permanence en train
d'avoir pour mot à la bouche les valeurs de la République, les grandes valeurs de liberté. Et normalement, je dirais que dans la doctrine libérale, ces valeurs-là font partie aussi du libéralisme économique. Et pourtant, aujourd'hui, pour sauver leurs intérêts, ils marchent tous les jours sur ces valeurs-là. Ils les ont à la bouche en même temps qu'ils les piétinent au quotidien. Et c'est quand même face à cela qu'on a à combattre. Enfin, c'est face à ça qu'on a à combattre. Et je trouve que ce n'est pas rien parce que c'est extrêmement violent. Je dis aussi pour nous en tant que femmes, excuse-moi Benoît, mais à quel point on a affaire aussi à un monde viriliste et un monde politique viriliste aussi. Et donc c'est aussi extrêmement dur pour les femmes. Mais je dirais que la gauche, je trouve dans ce moment-là, je crois que j'ai déjà tenu suffisamment de propos sur la question de l'unité, et évidemment une unité sur des ruptures franches avec ce capitalisme, car puisqu'il est en crise, il y a besoin je crois, de le prendre à la racine. Mais il y a aussi besoin, je crois, que les partis qui composent cette gauche, mais plus globalement les organisations, les collectifs qui se revendiquent de gauche, doivent bien sûr avoir des propositions émancipatrices et désirables, pour reprendre un ancien terme. Mais je crois qu'elles doivent aussi se soucier au quotidien des classes populaires et pas simplement lors des élections. C'est-à-dire que le projet, et on a tous l'impression de le faire un petit peu quand même individuellement, hein, mais quelque part les expériences politiques que nous menons avec les classes populaires, nous les faisons quasiment toujours au travers des élections, presque toujours. Et je crois qu'il y a vraiment besoin, si nous voulons pouvoir travailler à l'organisation de celles et ceux qui ont le plus intérêt au changement, il y a besoin que nous nous révélions extrêmement utiles au quotidien pour celles et ceux qui aujourd'hui, je ne sais pas s'ils aspirent à s'organiser, mais en tout cas voient bien à quel point il y a besoin de changement dans leur vie, eh bien, être utile à cette organisation-là pour des transformations profondes dans leur vie. Donc je ne dis pas que la marche de demain est un point de départ à ça, hein, mais je dis qu'elle sème des graines parce que nous aurons besoin de toutes ces forces de résistance pour travailler à organiser et à faire en sorte que les classes populaires, toutes celles et tous ceux, enfin je dis classes populaires en articulant femmes et racisées, hein, tous ceux qui ont le plus besoin de changement. Très bien. Et moi, j'ai une question aussi pour Sandrine Rousseau, parce qu'on n'a pas encore parlé énormément de ça, mais je sais que chez Europe Écologie Les Verts, on est attaché à cette thématique. C'est l'Union européenne. Tout simplement. Il y a un mouvement global, on parle d'extrême droite ce soir, il y a un mouvement global aussi dans l'Union européenne, enfin global, non, un mouvement de quelques pays, je pense à Orban évidemment, des forces politiques en Pologne, ailleurs, qui sont en train de s'installer tranquillement. Est-ce que l'Union européenne peut faire quelque chose pour ça, elle qui est censée défendre des valeurs démocratiques, etc. On peut aussi dire que l'Union européenne ne fait pas ce travail de sauvegarde de ces valeurs démocratiques, ne fait pas barrage elle-même non plus, alors que j'imagine que pour des gens qui croyaient comme vous et comme beaucoup de gens, notamment Europe Écologie Les Verts, qui croyaient à ces valeurs voilà, qui rassemblent les pays de l'Union européenne, c'est décevant comme d'en arriver à cette situation-là. Oui, c'est décevant, bien sûr que c'est décevant. L'Union européenne se fondait sur des valeurs qui étaient souvent en avance sur les pays qui la composaient d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que par exemple sur la question des femmes, elle a plutôt été en avance par rapport aux législations nationales dans bien des pays d'Europe. Et là, on voit qu'elle recule et que finalement, à part des postures un peu conjoncturelles sur des choses, et notamment sur les droits des personnes LGBTQ, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Et là, l'Union européenne a aussi eu une position que moi je qualifie de honteuse sur la taxe sur les multinationales qui était proposée par les États-Unis, par Biden, puisque Biden, et voilà, c'est Biden quoi, proposait une taxe à 21% et l'Union européenne a contribué à ce que ça soit à 15%. Donc c'est l'Union européenne qui a fait diminuer le taux d'imposition des multinationales. Et si on regarde ce que ça aurait fait avec 21%, ça doublait le budget de l'Europe. Donc franchement, c'est scandaleux. Par exemple, cette position-là, elle est absolument scandaleuse.
Pour autant, la question, c'est toujours la même, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire sans et comment on peut la réformer de l'intérieur. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire, mais aussi un gros travail de réflexion, à savoir comment on gagne des arbitrages au sein de l'Union européenne et comment on crée des majorités au sein de l'Union européenne qui ne soient pas que des majorités dans le Parlement, mais qui soient aussi des majorités dans la Commission européenne, puisqu'on sait que l'Union européenne est dirigée par deux têtes, le Parlement et la Commission, et qu'il nous faut absolument créer des alliances au sein de cette Commission. Et je pense aussi que là, le Brexit, la crise sociale, la montée de l'extrême droite est un moyen de dire que l'Europe doit passer un cap. On le dit depuis un moment, mais là, il nous faut réellement une Europe sociale, parce que sinon, c'est la fin de l'Europe. Enfin, je veux dire, je ne crois pas un instant qu'elle résiste au fait qu'elle mène une politique de nouveau libérale, parce que ce qui a été dit en filigrane de toutes les interventions, mais qui fait le cœur de l'analyse que je porte, en tous les cas, c'est de dire que le libéralisme, profondément, comme il fait perdre toute valeur dans le travail, comme il fait perdre toute valeur dans l'égalité, comme il fait perdre toute valeur dans la nature et dans le rôle que joue la planète, eh bien, finalement, les seules valeurs qu'il brandit pour se sauver lui-même, c'est le nationalisme. Et c'est le drapeau. Et il faut bien être conscient de ça, c'est que c'est la stratégie de sauvegarde du libéralisme. Et que donc, là, l'Europe doit jouer un rôle absolument crucial dans la lutte contre cela. Et pour cela, il nous faut une construction politique, comme il nous en faut une en France, il nous en faut une au sein de l'Union européenne. Moi, je ne crois pas que... Mais ça, c'est une de nos différences à gauche. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que l'idée de menacer de sortir soit le meilleur moyen d'obtenir des choses. Je pense qu'au contraire, il faut une construction politique avec des alliances qui ne soient pas que avec l'Allemagne, mais avec d'autres pays de l'Union européenne, et qu'on gagne des arbitrages et qu'on monte sur la question sociale et qu'on monte aussi sur la protection des personnes, des minorités et des droits et des libertés, parce qu'aujourd'hui, c'est grâce peut-être à l'Union européenne que l'on pourrait être protégé d'une montée du fascisme même en France. Moi, j'aimerais revenir sur les questions de sécurité, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui domine dans le débat public. Et malheureusement, par exemple, quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que j'allais faire ce débat avec vous ce soir, une des premières choses qui est revenue, c'est mais ce sont des le fameux islamo-gauchisme, ce sont des gens qui mettent notre pays en danger. Alors, oui, ça ne m'amuse pas de dire ça aujourd'hui, mais c'est des vraies préoccupations aujourd'hui de sécurité. Il y a des gens qui se sentent en insécurité, il y a des gens qui se sentent menacés par le fameux islam radical. La solution du gouvernement, la solution aussi à droite, on la connaît, ce sont des mesures qui sont extrêmement répressives, des mesures qui sont liberticides pour lutter contre voilà, ce qu'ils considèrent être la priorité, c'est le risque, enfin c'est le djihadisme qui est réel, voilà, on a pu constater avec des attentats. Ma question, c'est quelle est la contre-proposition de la gauche et de vos différents partis? Qu'est-ce que vous proposez pour répondre à cette demande, encore une fois, qui est réelle de la population et pour pouvoir être audible pour... est-ce que, par exemple, Benoît Hamon ou Daniel Obono, Benoît Hamon, je vous le demande à vous. Moi, je fais ce que vous me dites, hein, je suis très obéissant. Bon, en fait, il n'y a pas une mesure. C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, aucune des mesures de droite ne marche. Vous avez remarqué? Ils ont toujours une mesure. Aucune d'entre elles ne marche. Là, par exemple, dans la région Île-de-France, Valérie Pécresse dit reconnaissance faciale dans les transports. Ça ne marchera pas plus. Aucune de ces mesures-là n'est de nature à résorber toute l'insécurité qui est liée à l'insécurité publique, qui est liée à l'insécurité sociale et l'insécurité économique. Donc, ce qui est fascinant sur la question de la sécurité, c'est que la surenchère sécuritaire est totalement inefficace à régler le problème. Par contre, elle maintient dans l'espace public des peurs qui continuent à pousser les gens à voter pour celles et ceux qui parlent délinquance, immigration, islam, puisque aujourd'hui c'est le combo absolu de la droite, du macronisme et de l'extrême droite que d'associer délinquance, immigration et islam. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'à gauche, on se désintéresse de l'insécurité. Je vais même vous dire, je pense qu'on est beaucoup plus efficace à lutter contre l'insécurité publique quand on est au gouvernement. Je mets de côté ce qui s'est passé dans les 5 dernières années, hein, parce que j'ai envie que Daniel me dise Manuel Valls aussi, c'était autre chose ça. Mais quand en réalité on fait des politiques qui sont des politiques
social, qu'on se préoccupe de la question de l'égalité, qu'on se préoccupe des questions de redistribution, qu'on a le souci justement de faire en sorte bien d'organiser la paix sociale et la paix civile, on est efficace. Moi, je revendique que la gauche a des meilleurs résultats que la droite sur les questions de lutte contre la délinquance, en faveur de l'ordre public, parce que moi, je suis favorable à ce qu'on vive dans la tranquillité. Mais 1000 fois, les premières victimes de l'intranquillité et de l'incivilité sont celles et ceux qui sont déjà victimes de l'insécurité sociale et de l'insécurité économique. Donc, donc voilà, première chose. Alors, je sais pas, première chose, je sais pas si j'ai beaucoup de temps, mais à l'évidence, je vais faire un point là-dessus. Parce que c'est une discussion que j'ai eue avec plusieurs des dirigeants de gauche et écologistes. Euh, on a un sujet avec la police aujourd'hui, reconnaissons-le. Ça n'est pas neutre que 74% des policiers disent dans une enquête Cevipov qu'ils voteront Front National aux prochaines élections. Ça n'est pas neutre parce que ça veut dire que ceux à qui on a confié des armes pour protéger la République et les citoyens, à titre personnel et privé, dans la représentation qu'ils ont de l'idéal, d'une société idéale, ils votent pour un parti d'extrême droite. Ça veut donc dire que cette institution, à certains égards, est malade. Et alors elle est malade des conditions de travail absolument épouvantables qui sont les siennes, mais elle est malade aussi d'une culture de l'ordre qui l'amène aujourd'hui à penser que finalement une partie de la population qu'elle est censée protéger est son ennemi ou son adversaire. Donc on a, nous, à penser ce que doit être la police dans la République. Et à l'évidence, pardon de le dire, mais il y a quelque chose qui... C'est la première fois que je vais dire quelque chose d'un peu négatif sur les syndicats, mais je veux dire, si les syndicats de salariés étaient aussi influents que les syndicats de police le sont, on aurait le revenu universel et la semaine de 4 jours. Alors pardon pour ceux qui ne sont pas pour le revenu universel, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est incroyable. Aujourd'hui, on a des organisations qui font la politique en lieu et place des politiques. Et moi, je suis pour le dialogue social, mais quand même, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelque chose qui ne va pas quand on sait par ailleurs que les syndicats de police sont maîtres de la carrière des policiers. Pourquoi vous avez un taux de syndicalisation si important ? Parce qu'on sait que les syndicats sont importants dans la carrière. Et la carrière, elle relève de l'arbitraire. Et moi, j'affirme que l'administration la plus politisée et celle dans laquelle les passe-droits sont les plus importants, c'est hélas aujourd'hui la police. Pourquoi il y a plein de policiers qui sont malades aujourd'hui des conditions de travail ? C'est qu'ils savent que leur sort, leur affectation, elle se joue parfois au dé, quel que soit leur mérite. Ça, je l'affirme. Je l'affirme ici comme je l'ai affirmé avant, et je pense que c'est central. Donc, je réponds un peu à côté, pardon, de faire ça, Salomé, mais si demain la gauche revient au pouvoir, elle ne peut pas faire l'économie de savoir ce qu'elle fera en matière de politique de sécurité, donc ce qu'elle fera en matière de réforme de la police nationale. Et comment, alors on peut parler de police de proximité, tout ça, je suis pour. Hein, je suis pour la légalisation du cannabis, comme ça aussi, les policiers perdront pas leur temps à mener une bataille qui est perdue d'avance, et la prohibition, elle ne mène nulle part. D'ailleurs, il y a un bon boulot du Parlement là-dessus, de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si Daniel et Elsa peuvent en témoigner, mais moi j'ai été auditionné par une commission. Je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'a fait l'Assemblée sur la légalisation du cannabis. Donc voilà, donc il faut mener des combats sur les sujets qui nous paraissent importants. Celui-là en est un, par exemple, et avec d'autres, mais j'indique que je pense qu'il faut se pencher sur la façon dont on réorganise la police et ses missions, parce qu'il y a clairement là une institution en souffrance. Je vais essayer de faire un petit peu le lien aussi vers parce qu'on a parlé du djihadisme un petit peu avant, donc en effet il y a eu une phase qui a été très depuis 2015 qui a été très traumatisante, évidemment pour les policiers, mais pour les Français en général. Je pense que c'est aussi quand même un moment où il y a eu un basculement aussi dans l'opinion, Charlie, etc. Et je voudrais demander aussi à Daniel Obono, on est en train de voir aujourd'hui maintenant également une montée du terrorisme d'ultra-droite
qui, comme un miroir aussi, est en train d'inquiéter notamment les services de renseignement. Il y a eu plusieurs rapports, et c'est vrai à l'échelle internationale. Est-ce qu'il y a un sujet aussi sur les armes? Parce que on parlait des armes dans la police, mais il y a aussi des gens qui s'arment, et on a vu ce week-end, du coup, une vidéo, le week-end dernier, on a vu Jean-Luc Mélenchon intervenir suite à une vidéo de 2 youtubeurs d'extrême droite qui incitaient leurs spectateurs à s'armer aussi. Est-ce qu'il y a un niveau global, il y a une montée de la violence à un niveau global, mais un retour de la violence politique, un retour des armes? Est-ce que c'est une crainte très concrète que vous avez? Très clairement, il y a une crainte parce qu'il y a des menaces. La vidéo auquel vous faites référence, c'est une vidéo où un militant d'extrême droite menace de mort les insoumis et les insoumises, des communistes et les électeurs et électrices de Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est une réalité également individuelle que moi et mes camarades et certainement d'autres connaissent aussi très régulièrement, de recevoir des menaces de mort. Donc, ça, c'est quelque chose et peut-être qui a été sous-estimé jusqu'à présent et il faut encore beaucoup de mobilisation et beaucoup d'alertes pour que le gouvernement et les forces politiques le prennent au sérieux. Donc ça, c'est clairement une dimension de la manière dont l'extrême droite prend confiance. Il y a quelques jours avait lieu le procès, en fait, le procès en appel des assassins de Clément Méric qui ont été à nouveau condamnés et une manifestation pour rappeler que l'extrême droite tue et que c'est aussi une menace qui, à travers le mouvement dont on parlait au début de légitimation et de normalisation en fait des idées d'extrême droite, donne la confiance à ces militants et puis à des gens qui pourraient être inspirés par ces militants de passer à l'acte en fait. Et donc, très clairement, quand vous avez même de manière symbolique des éditorialistes qui font je ne sais quelle contorsion pour expliquer que en fait non, le militant d'extrême droite qui a giflé Emmanuel Macron en fait c'est presque un islamo-gauchiste, que en fait finalement on a aussi là dans le discours médiatique une manière d'atténuer d'une certaine manière la violence d'extrême droite et de monter en sauce, d'extrapoler, de caricaturer et d'instrumentaliser d'autres formes de violence. Donc oui, ça c'est clairement un souci. Et on parlait de la question de la police. Aujourd'hui, quels sont les moyens de la police judiciaire, de la police d'investigation par rapport au trafic d'armes? Voilà, ça c'est un travail qui participerait en fait à assurer et garantir la sécurité des citoyens et des citoyennes. Si on donnait les moyens à la police, pas pour mettre du bleu partout, mais faire des enquêtes longues, difficiles, d'investigation, s'attaquer au trafic d'armes notamment et toutes les formes de violence d'ailleurs que ce trafic d'armes nourrit. Merci beaucoup. Et du coup, cette marche, c'est une manière de lutter, de résister contre tout ce dont on a parlé, précédemment. La question qui se pose et que j'ai même vu passer dans le chat, c'est: «On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'on voit que voilà, OK, il y a des gens qui vont aller marcher demain, mais quelle est la prochaine étape pour, pouvoir monter en puissance dans cette lutte contre la montée de l'extrême droite?» Elsa Faucillon, est-ce que, vous pourriez répondre? Déjà, il ne faut pas négliger que c'était pas facile qu'il y ait ce premier sursaut-là. Et je trouve qu'il faut, faut le mettre en avant parce que là, en nous écoutant, je me dis combien, quelque part, la toute dernière période, mais je peux revenir, moi je me souviens d'une phrase de Valls qui disait que la sécurité c'était la première des libertés, qui est déjà un franchissement et un On glissement. reparle de Valls du coup. Mais alors là, en fait, j'associe pas Le Benoît spectre. à Valls. Non, mais voilà, et je pense que Benoît Hamon pourra dire les mêmes horreurs sur Valls que je peux en dire, quoi. Mais en tout cas, cette phrase, qui est en plus un vieux slogan du FN, hein, est déjà, je trouve, d'une violence incroyable, parce qu'elle s'est traduite en plus par des actes violents de répression. Mais je trouve que là, on a atteint quelque part, presque dans la société et collectivement,
un niveau d'acceptabilité de la violence qui est déjà beaucoup trop haut, en fait. Et il faut un sursaut pour dire qu'on ne peut plus faire grandir ce niveau d'acceptabilité parce que ça engage la suite. Plus on monte dans ce niveau-là, dans cette échelle-là, et plus à l'avenir, en fait, on risque de faire grandir et de banaliser son augmentation. Je trouve que c'est vrai aussi de la déshumanisation. Alors évidemment, quand je dis ça, c'est pas vrai pour tout le monde dans la société. Il y a des gens qui sont offusqués de cette violence et que c'est ces personnes certainement qui vont être mobilisées les premières. Et c'est celles qu'on va retrouver demain. Enfin, je l'espère en tout cas. Donc déjà, je trouve qu'il y avait besoin d'un moment collectif de sursaut. Et c'est pas rien qu'il ait lieu demain. J'espère qu'il sera le plus nombreux possible, qu'il sera le plus massif possible, mais il y aura certainement à le faire grandir encore parce que il y a besoin que des collectifs entiers de citoyens et de citoyennes qui se refusent aussi à ce degré de violence atteint dans la société, à cette logique sécuritaire, à ces propos racistes qui se banalisent, au fait aussi de ne pas vouloir accepter que 2022, eh bien, leur seul choix, ce soit de discuter est-ce que tu vas voter Macron, est-ce que tu vas voter Le Pen, ou est-ce que tu vas vraiment aller voter Macron pour faire barrage à Le Pen, parce qu'on en est réduit quand même à ça dans nos échanges politiques. Maintenant qu'on a repris les terrasses et les apéros, ça tourne quand même beaucoup autour de ça. Donc je dirais déjà le sursaut, à mon sens, est important. Après, on aura à décider collectivement. Donc moi, je pense qu'il faut un rendez-vous et qu'on acte demain ou au lendemain de cette marche d'un nouveau rendez-vous ensemble pour pouvoir décider collectivement des suites. Il faut qu'on s'organise ensemble. Voilà. Après, je ne vais pas préempter, mais je crois qu'il y a évidemment besoin de ça. Et je disais tout à l'heure, c'était un peu une perche à ça, quand je disais il y a besoin d'être utile au quotidien aux gens. Il y a évidemment fortement sur des questions de l'ordre du social, être utile concrètement aux gens, mais à aussi mener des expériences politiques. Et je pense que sur ce sursaut, eh bien, il y a besoin que les forces mobilisées se mettent à la disposition de cette organisation, de toutes celles et ceux qui aspirent à la liberté. Donc après, ça va prendre des formes différentes en fonction des lieux et en fonction des territoires. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des collectifs déjà un peu partout qui s'organisent et qui aient la volonté de s'organiser partout sur le territoire sur cette idée à la fois des libertés et contre les idées d'extrême droite. C'est-à-dire que ça pourrait être ça, je vais demander à Sandrine Rousseau de rebondir là-dessus, c'est-à-dire que ça pourrait être ça le front, un front qui soit plus large que la seule association des partis politiques évidemment, mais donc qui comprenne tout un tissu d'associations et de, pourquoi pas, voilà, même les syndicats aussi, dont on sait qu'ils ont répondu aussi à l'appel. C'est important que ça dépasse parce que il y a un discrédit aussi des partis politiques, il y a toute une jeunesse aussi qui vote moins de toute façon, ou qui ne voit pas dans le vote l'engagement principal concret pour eux, mais donc du coup les associations, tout ça, comment on articule, et est-ce que ça peut être le socle vers cette éventuelle candidature commune ou ce projet politique commun au moins déjà à venir, que ce soit pour les présidentielles ou après peut-être pour les législatives, et puis en tout cas pour l'avenir de la gauche. C'est ambitieux, Sandrine Rousseau, ce que je dis, oui. Ouais. Et puis tous les peaux de l'ours, c'est toujours un peu compliqué, surtout quand on est écolo, on les vend jamais. Donc, mais en tous les cas, ça peut être une espèce de première étape de discussion d'un socle sur des valeurs, oui. Et comme vous le disiez, les syndicats et les associations sont ultra importantes aussi autour de la table, parce que là... je vais peut-être être un peu solennelle, mais bon, je comprends le désaveu des partis, et moi-même, à un moment donné, je m'en suis détournée parce que voilà, j'y arrivais plus. Mais là, on est à un moment qui me semble quand même crucial, et il y a aussi une question de la maturité du mouvement social qui est posée, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable, malgré toute la haine que vous pouvez ressentir ou toute la défiance à minima que vous pouvez ressentir pour les partis politiques, et est-ce que vous êtes capable aussi, malgré toutes les réticences que vous pouvez avoir sur telle ou telle personne, de passer outre ça pour un projet commun qui soit de toute façon un projet qui réforme, qui protège les personnes,
qui prône l'égalité, qui prône l'émancipation, qui prône la protection de la planète. Et est-ce qu'on est capable en fait de faire fi de nos différences pour aller vers une espèce d'intérêt supérieur qui s'impose à nous aujourd'hui? Alors évidemment, il s'est toujours imposé à nous, mais là, compte tenu de la situation politique du pays, il y a aussi une forme de responsabilité des mouvements sociaux et des syndicats là-dedans. Je vais me permettre d'interrompre parce que, mais je vous rends la parole juste après. Mais c'est vrai, on va accélérer un petit peu les prises de parole et maintenant je vais me permettre de couper. Alors jusque-là, je coupais pas trop, mais on rentre dans la toute dernière demi-heure et c'est vrai qu'il y a encore, voilà, quelque chose à dire et je voudrais donc du coup m'appuyer là-dessus. Sandrine Rousseau, vous qui vous définissez comme écoféministe, je vais essayer de prendre un exemple très concret. Il y a tout un tas d'associations aujourd'hui qui luttent, par exemple, contre les violences faites aux femmes ou qui qui auraient toute leur place également dans ce front, d'autant plus que on voit le rôle des rhétoriques virilistes dans les discours d'Éric Zemmour, etc., ou dans les passages à l'acte de terroristes d'ultra-droite, par exemple. On voit exactement cette place centrale qu'ont les rhétoriques virilistes. Donc, à l'inverse, c'est vrai que toutes ces associations féministes auraient toute leur place dans ce front élargi et tout un tas de gens qui, justement, n'iraient pas dans un parti, ça pourrait constituer une sorte de ça. C'est un petit peu de ça dont on parle, non? Si je comprends bien, Sandrine Rousseau. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et les associations féministes, les associations de lutte contre les violences, les associations antiracistes et tout le monde en fait. Et juste, je voudrais signaler que le lendemain, il y a une autre manifestation qui est importante, c'est pour l'AAH, qui est l'allocation pour les adultes handicapés et qui est devant l'Assemblée nationale. Et c'est aussi une liberté que de pouvoir avoir une allocation qui ne dépend pas de son conjoint ou de sa conjointe. Et donc voilà, elles aussi, elles ont leur place dans cette manifestation des libertés. Et coucou aux personnes handicapées qui nous écoutent. J'ai fait court là. Oui, non, très bien. Salomé? Oui, mais effectivement, ce dont vous parlez, c'est quelque chose qu'on paraît souhaitable de toute évidence. Ma question, c'est est-ce que c'est réaliste? Je ne peux pas revenir un peu. Là, moi, je suis en train de travailler avec pas mal d'entre elles et je peux vous dire qu'il se passe quelque chose quand même, hein, que ce soit d'ailleurs nationalement ou internationalement. C'est-à-dire, je pense que tout le monde commence à prendre conscience de l'enjeu du sujet et de l'enjeu du moment. Et là, je crois qu'il se passe vraiment une prise de conscience un peu partout, dans les milieux militants, dans les milieux activistes. Et je pense que c'est pour ça que moi, je suis pas très pessimiste, hein. Enfin, je mesure le danger pour 2022, mais je reste optimiste parce que je pense que quelque chose est en train de se passer dans la société française de l'ordre d'un réveil et d'un réveil très profond qui va toucher des personnes et des réseaux qui jusque-là se tenaient très éloignés de la politique en s'en méfiant le plus possible. Mais là, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience et une maturité. Donc voilà, on tend la main, continuez, venez. Oui, on n'est pas parfait, vous n'êtes pas parfait. Ben voilà, faisons ensemble un ménage imparfait, mais qui permettra quand même de sauver la France du pire et de faire surtout de belles choses et de belles choses en matière d'égalité. Pardon, mais qui pourrait se traduire dans les urnes? Parce que je pense que ce sentiment de révolte, d'indignation, de sursaut, effectivement, ça touche beaucoup de gens, mais comment faire pour qu'il y ait cette troisième voie Mais même à l'Assemblée nationale, je vais vous dire, même à l'Assemblée nationale, moi je rêve que l'Assemblée nationale soit une Assemblée nationale de punk, avec des personnes qui sont là, qui militent depuis des années sur des trucs, qui portent des combats extrêmement forts, qui plaisent pas aux politiques, qui heurtent même le politique, mais qui permettent à un moment donné de pousser le politique à aller beaucoup plus loin que sa zone de confort. Et donc voilà, moi je rêve de ça, je pense qu'on est à deux doigts de le réussir, mais il y a encore du travail, il faut qu'on soit unis, il ne faut pas qu'on se perde dans des polémiques vaines aussi, il ne faut pas qu'on se perde dans des dissensions vaines et qu'on regarde l'essentiel, et l'essentiel c'est la victoire en 2022. Daniel Obono, la France Insoumise, elle aurait toute sa place aussi dans ce rassemblement. Est-ce que c'est quand même aujourd'hui, il y a la stratégie de l'hégémonie aussi de dire du côté des Insoumis, on est la première force de gauche pour l'instant dans les enquêtes d'opinion, etc. Est-ce que la France Insoumise peut être accepter une place à côté de pas mal d'autres sans avoir le leadership sur une force politique de conquête, un front? Je sais pas comment on le rebranderait ça. Je sais pas comment ça se rebrand. Mais on peut parler d'union populaire, c'est ce que nous c'est pas mal. Disons et ce que nous mettons en avant. Je pense que quand même, on n'a pas été peu actifs dans la réalisation de la mobilisation de demain, donc je pense qu'on peut aussi au moins donner le crédit. Vous parliez de volonté hégémonique, on a assez cotisé pour faire en sorte que cette mobilisation ait lieu dans des conditions où tout le monde se sentent bienvenus. Mais effectivement, après, on a un débat. Et ça, la question, c'est comment est-ce qu'on veut que le débat des prochaines semaines et des prochains mois, qui est sur la perspective de 2022 et la victoire de 2022, une victoire de 2022 qui est nécessaire si on veut battre Le Pen et battre Macron, comment est-ce qu'on mène ce débat-là? Parce que à un moment donné,
il faut effectivement que les luttes et les mobilisations en cours et à venir soient portées, qu'on serve à ce qu'elles aillent au bout, qu'elles gagnent. Et il y a des victoires qui ont eu lieu, et je pense que ça aussi, ça permettra de rendre le débat moins abstrait et de parler aux gens et de faire en sorte que, ben voilà, on voit à quoi servent des forces de gauche, à part faire élire des gens, c'est aussi faire gagner et changer la vie au quotidien. Ça, c'est la première dimension. Et là aussi, voilà, nous, on est de toutes les luttes et de tous les appels à soutien. Mais effectivement, la question de 2022 se pose. Et nous, c'est ce qu'on dit depuis le départ. On a une proposition d'abord programmatique, et c'est ce qu'on a mis dans le débat public. J'entends que Benoît Hamon est très inspiré et a beaucoup de choses à dire sur la question de l'éducation. Banco, allons-y. On va travailler avec Elsa Faucillon, avec Sabine Rubin, qui a beaucoup travaillé sur le sujet dans notre groupe, et les Insoumis et les Insoumises. On ne demande que ça. Alors après, il y a des points dont on sait que, par exemple, Sandrine Rousseau évoquait la question de l'Union européenne. Ça va être des points qui, de mon point de vue, ne sont pas insurmontables, mais sur lesquels on va devoir travailler à trouver une position de compromis qui permettent à tous et toutes d'être à l'aise sur le positionnement, et en même temps de pouvoir agir ensemble. Mais voilà, assumons-le. Et enfin, moi, je ne considère pas que nous ayons une position hégémonique. Il se trouve que notre candidat est celui qui est en tête, et donc on se sent la responsabilité de faire ces propositions. Donc allons-y banco, mais c'est vrai que c'est cette perspective-là, très concrètement, au-delà de nos forces, et je pense que si nous on parle d'union populaire plutôt que d'union de la gauche, c'est qu'au-delà de nous-mêmes, l'enjeu, c'est de faire venir dans la rue et dans les urnes les millions et les millions et les millions des nôtres, de notre peuple, qui aujourd'hui les ont désertés, en partie de notre faute, en partie de la faute de la gauche, et que c'est ça, ce travail-là, qu'il va falloir réussir. Donc comment est-ce qu'on aide à la mobilisation populaire en étant clair, et nous on est tout à fait disposés à le faire, mais pas les photos de famille où on met tout le monde, et en fait au final on exclut les uns et les autres, ou ceux qu'on considère être comme trop présents. C'est ce qu'on a vécu nous aussi. Voilà, je pense que aujourd'hui, dans les faits, je pense qu'on contribue, on essaie de construire plutôt l'unité, et plutôt que Non mais c'est vrai, faut pas faire de faux procès. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'union populaire, on a pu parler, et j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon parler de fédération populaire, et c'est quelque chose aussi que j'attendais de voir, notamment avec l'appel plus jamais ça à un moment. On s'est dit bon, il commence à y avoir un truc. C'est il me semble d'ailleurs que c'est sur l'appel de plus jamais ça que beaucoup de contacts se sont noués, et c'est aussi grâce à ça qu'on a pu avoir aujourd'hui un front aussi large pour les manifestations de demain, etc. Donc c'est en gros, pour surmonter, si je résume bien, pour surmonter les irritations propres à la grande famille de la gauche, voilà, pour surmonter ça, il faudrait ajouter d'autres forces en plus, qui seraient ces forces dites populaires, forces syndicales, forces associatives, forces militantes, mouvement climat, manif antiraciste, toutes ces autres façons de s'engager, et permettraient aussi de dépasser un petit peu juste le petit jeu des appareils qui ennuie tout le monde, sauf évidemment les journalistes politiques que ça passionne, tous ces trucs-là. Benoît Hamon, c'est une stratégie qui vous parle aussi ? Écoutez, peu importe comment on l'appelle, finalement, Union populaire, Union de la gauche, l'idéal, c'est qu'on ait un seul ou une seule candidate des écologistes et de la gauche aux élections présidentielles. Pourquoi? Parce que si on parvient à cet objectif-là, il sera en capacité de porter, ou elle sera en capacité de porter les aspirations du mouvement social, donc des aspirations qui vont de la justice climatique jusqu'à la justice sociale, à l'égalité femmes-hommes, aux questions éducatives, j'en passe évidemment, et des meilleurs. Après, moi je crois que faut pas qu'on se raconte non plus d'histoire. La stratégie de l'Union populaire, moi, elle fait sens quand elle pose comme impératif de réunir celles et ceux qui aujourd'hui sont frappés d'une forme de fatigue démocratique, dont ils ont l'impression que d'un gouvernement à un autre, finalement, les seuls qui ne sont jamais concernés
par les bénéfices qu'on peut attendre d'un gouvernement de droite ou de gauche, entre guillemets. Ce sont les classes populaires, les classes moyennes, ceux qui vivent de leur travail, qui sont retraités, etc. Bon, vous connaissez ça aussi bien que moi. Et donc, moi, je pense qu'il y a un enjeu fondamental à évidemment s'adresser, non pas, comme je l'entends, aux électeurs du Front National, mais à ceux qui ne votent pas. Parce que d'ailleurs, qui sont les plus nombreux et qui doivent revenir aujourd'hui en tout cas, qu'on doit attirer par un projet qui est un projet à la fois démocratique, social et écologique. Mais il n'est pas incompatible avec le fait de tout faire pour éviter qu'il y ait 2 ou 3 candidats. Pourquoi? Parce que s'il n'y a qu'un étendard, un seul bouclier, un seul sabre, c'est beaucoup plus simple. Et la dynamique, elle est évidente. Et je peux vous assurer que celles et ceux qui aujourd'hui restent à la maison parce qu'ils se disent, s'il y en a 2 ou 3, ça ne sert à rien que j'aille voter puisque ça perd à chaque fois. Eh bien, ceux-là reviendront aussi. Donc, je pense qu'on peut associer, je veux dire, objectivement, en tout cas, se fixer comme objectif qu'il n'y ait qu'une. C'est pas on peut, on doit d'ailleurs, en fait, faire en sorte qu'il n'y ait qu'une ou qu'un candidat et qu'il s'adresse évidemment principalement aux classes moyennes et aux classes populaires. En tout cas, on le voit, cette famille de femmes et d'hommes qui vivent de leur travail et aspirent à jouir d'un horizon qui ne soit pas un horizon bouché et par la décennie critique dans laquelle on rentre sur la question écologique et par la polarisation extrême des richesses qui leur interdit toute forme comment dire, d'espérance d'améliorer un jour leur vie et leur quotidien. Donc ça, c'est pour moi central. Est-ce qu'on va y arriver en 2022? Je vais juste dire une chose, je vais surtout pas répondre à cette question, parce que j'en serai absolument incapable de dire est-ce qu'on va y arriver. Je pense, cela étant dit, que l'automne 2021 ne sera pas du tout semblable à l'automne 2016. La pression à la fois des électorats de gauche et écologistes sur les candidats et candidates de gauche et écologistes à l'unité, c'est-à-dire à ce qu'à la fin, il n'y en ait qu'une ou qu'un, sera considérable. Et la pression liée à la fois l'urgence climatique qui impose qu'il y ait un gouvernement de transition écologique qui ne peut être que de gauche ou écologiste en 2022, plus l'imminence ou la probabilité d'une victoire de l'extrême droite, tout ça, en tout cas, moi, m'amène à dire et à vous dire que, de toute façon, moi, je ne soutiendrai aucune logique centrifuge. Et, euh, j'ai été clair depuis le début, donc je continuerai à dire ça. Et je militerai pour qu'il n'y en ait qu'une ou qu'un, et que s'il y en a une ou un qui manifestement se détache, euh, mon soutien ira à celle-là ou celui-là. Merci beaucoup, mais pourtant la rencontre des différents leaders des partis de gauche en avril laissait présager que ça allait être très compliqué. Daniel Obono, je vous voyais un petit peu hocher de la tête quand Benoît Hamon parlait. Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que vous croyez à cette candidature unique? Est-ce que vous pensez que c'est la seule solution? Attention, votre micro est coupé. Non, mais rapidement, la question, pour moi, c'est pas, encore une fois, je pense qu'il y a une différence entre union de la gauche et union populaire. Voilà, ça fait partie des débats. La question, c'est la stratégie. À qui on s'adresse d'une part et sur quelle base? Parce qu'en vérité, vous évoquiez l'initiative de Yannick Jadot il y a quelques mois, qui d'ailleurs s'est fini en eau de boudin, disons-le clairement, parce qu'une partie de la direction du Parti socialiste en a fait un instrument de leur propre débat interne. Et puis, il y a des différences sur le fond quand même. Et moi, l'idée qu'il faut un seul candidat ou une seule candidate, mais sur un programme où du coup on met des gens en fait qui sont pas d'accord sur le fond, je ne crois pas que ça va donner confiance aux gens dont on parle et dont on veut absolument et dont on a besoin surtout pour être au deuxième tour. Il faut que les choses soient claires en fait sur le fond, sur un certain nombre de questions. Là, on va avoir juste un point. Là, on va avoir à l'automne, je pense que la pression, elle viendra aussi de la capacité qu'on aura à construire des mobilisations sociales, notamment vu ce qu'annonce Emmanuel Macron sur la question des retraites, etc. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on défend sur la question des retraites? Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Qu'est-ce qu'on défend sur la question de l'Europe? Qu'est-ce qu'on défend sur les ruptures nécessaires? Et c'est là-dessus, en fait, que les choses doivent se différencier. Et ensuite, qu'il y ait en gros, ce qui s'était passé en 2017, il y avait deux candidats que j'estime représenter des variations de la gauche, c'est moins ça
qui a changé la donne que la dynamique à la fois de Macron et d'autres données. C'était vrai dans les élections précédentes, le fait qu'il y ait voilà, 2 ou 3 candidats, c'est pas le nombre de mon point de vue, en fait, qui fait la différence. C'est effectivement la dynamique qu'on saura les uns et les autres construire autour de candidatures, autour de programmes et la clarté. Parce que sans la clarté, excusez-moi, je crois que les gens, ils vont pas y croire, en fait. On va pas donner confiance aux gens simplement si on fait la soupe au logo et on met une personne qui pourra dire, qui pourra aller à la manif des flics et ensuite prétendre être du côté du collectif Adama pour la justice et les droits. C'est pas possible, ça. Voilà. Rien que sur cette question, je finis là-dessus, ne serait-ce que sur la question antiraciste, on a beaucoup parlé de la question d'égalité. Voilà, on est dans quelle manif? Est-ce qu'on est à la manif du 11 novembre ou est-ce qu'on est à celle du 19 mai? Ben ça, il faut ces clarifications. Parce que sinon, les gens n'y croiront pas, ils auront raison de ne pas y croire et on n'arrivera pas à la dynamique électorale et populaire qu'on souhaite. En tout cas, merci. Vous faites la distinction entre Union de la gauche et Union populaire, mais l'Union populaire, elle doit à un moment prendre un visage politique. Elle doit pouvoir se traduire dans les urnes. Sandrine Rousseau, vous souhaitiez réagir? Oui, parce que enfin, à un moment donné, Pardon, j'avais un peu baissé le là, volume. si on regarde- Voilà, vous pouvez recommencer en entier parce que c'est moi qui avais merdé avec le son, pardon. Comme Daniel, tu dis que qu'il y ait 3 ou 4 candidatures, qu'il y ait 3 ou 4 bulletins de vote, c'est pas grave, à la fin c'est la dynamique qui compte. Moi je pense que toute l'histoire nous a montré quand même que quand tu as plusieurs bulletins, bah, tu as une division des voix et qu'à la fin là, il nous faut quand même atteindre le second tour. Voilà, il nous faut atteindre le second tour. Et qu'en l'occurrence, c'est pas en niant ou en minimisant la question des candidats qu'on va y arriver. C'est-à-dire que oui, il nous faut un candidat unique, et en l'occurrence, je pense que même qu'il nous en faut une. Mais il nous en faut une évidemment sur des valeurs, il nous en faut une sur un programme qui soit un programme d'égalité, d'émancipation, et puis surtout de protection de l'environnement, et évidemment de manière cruciale, puisqu'on a là aussi 5 ans pour agir. Mais je veux dire, moi je pense qu'on ne peut pas tenir le discours, mais pardon, mais on ne peut pas tenir le discours de dire, bah, si on a 3-4 candidats, c'est pas grave, quoi. Là, selon le diagnostic qu'on vient tous de faire et toutes de faire là, on a 5 ans, quoi. Et c'est maintenant que ça se joue. C'est-à-dire que dans 5 ans, ce sera trop tard. Donc là, il faut se sortir les doigts des poches de pantalon et puis y aller, quoi. Je disais pas que c'était pas grave. Je disais que la question de la clarté et sur le fond et de la crédibilité est pour moi ce qui est le cœur. C'est pas grave. Je préférais que tout le monde soit rassemblé autour du candidat que je défends. Ce serait mieux. Mais pour moi, c'est pas ça le prérequis, on va dire. Moi j'ai une question du coup pour Elsa Fossillon. Il me semble que demain justement cette clarté dont parlait Daniel Obono sur les questions évidemment d'antiracisme tout simplement aussi, la montée des idées d'extrême droite, c'est aussi de ça qu'on parle. On a parlé de la réforme de la police, on a parlé de ces trucs là et de montée de l'extrême droite. Bon, est-ce que c'est ça qui peut demain constituer une base claire qui trancherait entre une gauche qui est claire sur ses fondamentaux et une gauche de droite dont il n'y a plus besoin et qui en effet, voilà, le printemps républicain, PS, tous ces gens-là, on dit bon ça c'est fini, et puis de l'autre côté, voilà, une gauche un peu plus claire qui finalement pourrait même jusqu'à agréger. Moi j'ai vu dans la vidéo du rassemblement, j'ai vu Aurélien Taché par exemple, quelqu'un qui était plutôt déçu du macronisme, c'est-à-dire une partie de la bourgeoisie, une partie des classes moyennes supérieures qui a voté Macron gentiment en 2017 sans s'imaginer que ça allait virer comme ça a viré, sans s'imaginer qu'il se retrouverait avec Darmanin au ministère de l'Intérieur quelques années plus tard, et qui voilà là se dit ah oui d'accord ok donc ok bon on va peut-être revenir vers une gauche qui est au moins claire sur ses combats antiracistes, contre l'extrême droite, etc. Est-ce qu'il y a l'espoir de raccrocher aussi quelques wagons, finalement, c'est une note positive, de gratter même encore plus loin que le noyau original et que des gens vont peut-être revenir à la gauche par l'antifascisme, Elsa Fossillon? Oula, il y a beaucoup de choses. D'abord, je pense que dans ce qu'il y a à faire dans la période, et ça constitue un peu le cœur des marches de demain, je trouve qu'il y a à tenir bon sur des principes, et pas juste parce que ça fait joli, mais parce que ces principes, ils organisent aussi, je crois, notre coexistence commune. Et donc,
c'est important de tenir bon parce que aussi ce sont des repères dans la société et dans une société où ils sont particulièrement brouillés, les repères. Donc, de fait, voilà, moi, j'en appelle à tous les responsables politiques qui sont censés incarner ces valeurs-là, de tenir bon là-dessus et de ne pas glisser, quoi. Voilà, de pas glisser. Et je sais qu'il y a pas mal de questions dans la période sur mon organisation politique. Et je pense qu'elles sont légitimes, les questions qui se posent. Je veux aussi dire que demain, il y a beaucoup de communistes qui seront présents à ces marches partout parce que je crois qu'ils tiennent bon, la plupart, dans leur combat sur ces valeurs-là et au quotidien, vraiment, en tant que militants, en tant qu'élus, et que pas simplement dans notre histoire et dans le fil historique, mais aussi aujourd'hui, dans leur actualité. Ce sont des gens qui sont organisés à la fois au Parti communiste, mais aussi dans des organisations comme RESF, qui sont organisés dans des organisations et des collectifs antiracistes, qui participent à la marche chaque année en juillet pour Adama Traoré, qui était présent place Clichy en juin dernier. Enfin voilà, je veux aussi dire que eh bien, les propos qui ont été tenus ou la participation du 19 au candidat à la présidentielle du PCF, elles sont aussi critiquées par nombre de candidats qui aspirent à ce que lui aussi tienne bon dans la période. Ça, c'est peut-être la première chose, parce que je sais aussi qu'il y a pas mal de questions là-dessus. La deuxième, demain, je pense qu'on a voulu un mot d'ordre extrêmement large et rassembleur, parce que ce sursaut, il avait besoin tout de suite d'être très large. Et donc, moi, je vais le dire comme ça ne me choque pas qu'il y ait Aurélien Taché qui, sur ces questions-là, y compris dès le début de son mandat, votait, je crois, des choses profondément antisociales, mais qui, sur des questions peut-être, j'aime pas le terme sociétal, mais sur les valeurs libérales au sens premier du terme, au sens philosophique du terme, a toujours, je crois, plutôt tenu bon là-dessus. Donc, je vais le dire, ça me choque pas. Après, est-ce que ces gens-là peuvent faire partie de la candidature unique ou la candidature commune? Je vais dire qu'aujourd'hui, je vais le dire très honnêtement, j'en suis peut-être moins sûre. Voilà, sur un programme de rupture, j'en suis moins sûre. Mais écoutez, je ne suis pas pour le moment à mettre toutes les barrières et les... Voilà, on va essayer déjà de se dire... Moi, je n'emploie pas le terme de candidature unique, peut-être parce que j'ai du mal à y croire, mais candidature la plus commune possible. Je vais le dire parce que peut-être qu'il y en aura une autre qui se déclarera de gauche alors qu'on la jugera pas forcément de gauche, mais en tout cas, disons la plus commune possible. Et évidemment, elle doit être sur base de rupture, sur des bases qui disent que on va plutôt privilégier la sûreté que la sécurité, et que la sûreté, c'est à la fois la sûreté dans l'emploi, c'est la sûreté physique en tant que femme, c'est la sûreté dans la société, c'est aussi une police républicaine. Mais voilà, c'est globalement une gauche qui a bien capté, je crois, que le capitalisme était en crise et qu'il fallait le prendre très radicalement. Pas parce que ça fait joli, pas parce qu'on aime être radicaux, mais parce que du point de vue de la planète et du point de vue déshumanisation de pans entiers de notre société, il faut l'affronter comme ça. Donc moi, je vais continuer à me battre. Merci Elsa Fossillon, parce que là, le temps presse un petit peu, mais on va... Allons-y. Moi, je vais me battre encore un moment, longtemps, pour qu'en 2022, voilà, on ait cette candidature la plus commune possible. Et je crois vraiment que les choses peuvent évoluer aussi, parce que je crois qu'il y a cette aspiration-là qui existe dans la société. Et ça, il y a une double urgence, une triple urgence, voilà, l'urgence de la montée de l'extrême droite, l'urgence de l'urgence climatique, l'urgence sociale, démocratique. Tu voulais dire un truc, Salomé, avant de lancer le tout dernier tour de parole de tout le monde? Et oui, malheureusement, je suis absolument navrée, mais je travaille de nuit et je dois malheureusement me rendre au travail dès à présent. C'est vraiment pas du tout que j'ai envie de partir de ce direct, j'ai juste vraiment pas le choix. De toute façon, on va finir hein, la soirée, t'inquiète. Voilà, tu rates rien. Je sais que c'est pas complètement terminé, mais je voulais vous remercier du coup d'être venu ce soir pour discuter. Je rappelle à tout le monde que Blast, donc le média de Denis Robert pour lequel je travaille demain, va couvrir l'intégralité de la manifestation et sera en direct à partir de 15, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je vous invite à suivre Blast. Et puis encore, merci à tous. Bonne soirée.
Bonne soirée, merci Salomé. Bon, moi j'ai eu un truc bizarre, un bug bizarre, carte graphique bizarre. Donc oui, dernier tour de parole, peut-être conclusion tout simplement. Là, je veux pas poser tellement une question de précis. C'est quoi la conclusion de la soirée et le mot d'ordre de demain? Voilà. Peut-être Daniel Obono pour commencer. Ah bah Daniel Obono, si c'est bon. Oui. C'est bon, oui. Tout simplement, soyons nombreux et nombreuses demain, quoi. Le max de personnes possible. Je pense que ça va nous faire à tous et toutes du bien. Il va faire beau. On va pouvoir, y compris avec les dernières décisions, on espère que on va pouvoir manifester comme il se doit, librement, sans craindre pour soi. Vraiment, je crois que là, le mot d'ordre, c'est soyons nombreux et nombreuses. Et dans cette dynamique-là, on pourra en créer d'autres dans les mobilisations pour les aider à gagner, et puis dans les urnes. Et pour moi, c'est ça le point de gravité des perspectives d'alternatives et de victoire et de défaite de l'extrême droite et de tous ceux qui diffusent ces idées. Bon, en plus, quand Salomé est partie, elle a tout cassé. Là, on est il n'y a plus que de l'audio, apparemment. Ah non, j'ai encore Elsa Fossillon, mais j'ai plus les images des autres. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est catastrophique, voilà. C'est tout cassé. Merci, Daniel Obono. Benoît Hamon, peut-être un dernier mot? Non, mais je dis la même chose que Daniel. Il faut qu'on soit très nombreux demain. Donc, j'en profite là, puisqu'on a pour passer un message de mobilisation. Pour ce qui est de Paris, c'est autour de 13h30, 14h, donc place de Clichy. Il y a une multitude d'autres rendez-vous partout en France. Et donc, il y a un enjeu, voilà, aussi à être nombreux et à dire, pour commencer, voilà, qu'on pense que la pire des choses, ce sont les idées d'extrême droite. Et avec, pour ce qui nous concerne, un souvenir, et en tout cas un rappel, quand on est attaché à l'histoire, c'est que l'extrême droite peut conquérir le pouvoir par les urnes, elle le laisse rarement, ou elle l'abandonne rarement par les urnes. Et c'est one shot, et c'est ce genre de risque que moi je ne veux pas faire courir à mes enfants, pas plus qu'aux enfants de mes voisins. Peu importe ce qu'ils votent, j'en sais rien, mais en tout cas voilà. C'est la chose qui me semble très importante à dire, raison pour laquelle il faut être présent demain. Merci. Elsa Fossillon, ah bah non, Sandrine Rousseau d'abord, et vous conclurez Elsa Fossillon. Sandrine Rousseau, donc un mot de conclusion, même sur ce qu'on s'est dit et sur la manif de demain, bien sûr. Même message, soyons présents et présentes. La liberté, c'est voilà, quand on la perd, on s'en aperçoit pas forcément, mais et souvent on s'en aperçoit un peu trop tard. Là, il y a un réveil possible. On y va. Merci vraiment aux organisateurs de cette manifestation. J'espère qu'on sera ultra nombreux et que ça nous donnera surtout énormément d'énergie pour la suite, parce qu'il va nous en falloir, et que c'est le début sans doute d'une très belle aventure. Voilà. Merci Elsa Fossillon pour terminer. Et puis après, je vais dire au revoir à tout le monde. Il est plus question d'attendre, et que je pense que dans celles et ceux qui nous ont écoutés, soit ils étaient déjà convaincus, soit peut-être les analyses, les arguments qu'on a pu porter, j'espère, les ont convaincus que le moment était suffisamment grave, et qu'effectivement, peut-être un dernier message à ceux et celles qui croiraient peut-être qu'en passant par le chaos, on va renaître, quoi, et qu'il y a quelque chose de positif, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Allez, on va tester, et puis peut-être qu'en fait, quand tout sera écroulé, et ben, ceux qui ont envie de se réveiller et de s'unir, ils seront obligés de le faire. Je ne crois absolument pas à cette théorie. Le rappel était utile de la part de Benoît Hamon sur le fait que l'extrême droite ne rend pas le pouvoir. Et donc, je ne minimise pas, au contraire, ce qu'est en train de faire Macron et ce qu'il pourrait refaire, mais je crois en tout cas au chaos possible, et que le réveil, voilà, il est maintenant, et que plus on sera nombreux, et plus ça permettra, je crois, de montrer qu'il y a besoin de ce sursaut, et que le moment est grave, mais qu'il est aussi porteur d'espoir si on se rassemble. Mais merci Elsa Fossillon, et c'est vrai, oui, quand on dit l'extrême droite ne rend pas le pouvoir, on pense à des Poutine qui s'installent pour des années et des années, on pense à des Orban, on pense à des systèmes comme ça qui se verrouillent, où on s'attaque aux intellectuels, à la liberté de la presse, etc. On modifie un petit peu les règles du jeu, et on s'installe, et puis si ça continue comme ça, après on installe ses enfants, voilà, Donald Trump, on n'est pas passé loin, il y a eu un doute vraiment jusqu'au bout, ça a fini sur un incident, la prise du Capitole, cet épisode vraiment surréaliste,
surréaliste, où on s'est dit, est-ce qu'il va lâcher le pouvoir ? Et il y a eu un doute jusqu'au bout. Donc voilà, c'est ça aussi le danger. L'extrême droite, c'est pas juste, on n'essaye pas comme ça, de manière un petit peu irresponsable, en se disant, allez, si on vote cette fois-ci, voilà, les gens vont se ressaisir. Mais je répète un peu ce qu'ont dit mes invités en fin de discussion. Donc merci à celles et ceux du coup qui ont accepté mon invitation. Merci à mes 4 invités. Merci à Salomé qui est déjà parti. Merci à vous d'avoir été actifs et actives dans le chat. Merci à mes modérateurs et mes modératrices évidemment. Merci tout le monde pour cette soirée. Moi je vous laisse là, on se retrouve demain dans la rue, dans pas mal de villes de France, et pour les Lyonnais et les Lyonnaises ce sera dimanche, il me semble, dimanche à 15h. Merci tout le monde, je vous laisse là, je vais couper le stream, bonne soirée et nos passaran, etc. etc.